Cette semaine, le dîner est à Avignon pour survivre à une nouvelle expérience de mangeage avec la bouche. Au cœur de la Provence, où Cigale rime avec Chagall et nosocomial, sur son pont on y danse mais on n'y mange pas. La grandiose et magnifique capitale des Côtes-du-Rhône, Appellation d'origine contrôlée. ambassadrice du théâtre dans le monde entier, Appellation d'origine contrôlée. nous accueille avec ses candidats qui, comme toujours, devront se surpasser pour nous épater et devenir le meilleur hôte de la semaine. Aujourd'hui, c'est Vincent qui nous reçoit. Donc là pour l'entrée c'est bon. Ce que je vais faire c'est que du coup comme le thème c'est popcorn, ce qu'on va faire c'est c'est plastique, verre, tout en plastique, tout à l'arrache, et on va travailler aussi sur des entrées très simples. Donc on va commencer par la rubrique Zoom. La première partie ça va justement être Harry Potter partie 2. En première partie. Autant dire que c'est assez cocasse, c'est aussi ça popcorn. Et après, mince, faut pas que j'oublie qu'on a Attack the Block, d'ailleurs qui est là, donc on enchaîne juste avec Attack the Block, et après on a en fait Cars 2 que j'ai mis au frais en attendant, de façon à ce que après quand on le sorte ce soit bien. Et puis bien sûr on va finir par comment tuer son boss, que j'ai pas encore préparé d'ailleurs, Donc je vais finir Harry Potter et après on va passer sur... Là je laisse tremper justement le Modugga des cabines, que je vais d'ailleurs essorer juste derrière. Donc c'est pas compliqué quoi. Pour le Modugga des cabines on va faire sur quelque chose de composé avec un vrai mélange de genres, donc il va y avoir un peu d'action, un peu de sentiment, un peu de musique, un peu de danse, de chorégraphie. Donc ça va être Robot. Robot, donc c'est comment il s'appelle, c'est Chichi Megatong, que vous verrez tout à l'heure quand ce sera fini. Voilà, donc après en dessert on a justement deux petits bijoux rafraîchissants. Donc sortir son Blu-ray, c'est ce qu'on va faire, et donc ça va être en deux parties. Une première partie ce sera l'assaut, et la deuxième partie justement ce sera Sucker Punch quoi. Donc en fait après on a un petit après pour justement toute la fin, justement un digestif et tout ça, donc c'est le devoir du mois. Et là quand même je veux bien finir, on va mettre Slevin et on va bien le préparer, et donc ce sera entouré de petites gourmandises et ce genre de choses. Pétasse! Ouah, Samuel Le Bihan! Bonjour et bienvenue pour le 5e épisode de Popcorn, l'épisode 5, toujours au Capitol Studio. On va directement commencer avec la partie Zoom, où on aura donc toujours 4 films. Donc Harry Potter numéro 7, partie 2, présenté par moi-même. Attack the Block, présenté par Rémi. Cars 2, présenté par Vincent. Et Comment tuer son patron, présenté par Arnold. Son boss. Ouais, j'ai eu la version québécoise. Ouais, non, t'as raison, t'as traduit le titre. Harry, be safe. Be strong. Harry Potter. You have fought valiantly. Now join me and confront your fate. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, qui est sortie le 13 juillet dernier. C'est la fin de la saga HP, enfin Harry Potter. Déjà ? Ouais. Après 10 ans de bons et loyaux services. Donc c'est réalisé par David Yates, qui a fait le 7 partie 1, le 6 et le 5. Toujours avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson dans les rôles de Harry, Ron et Hermione. Toujours les mêmes acteurs plus ou moins qui traînent par là. Bon, cette deuxième partie, c'est un peu qui c'est qui l'a vu en dehors de Vincent?
Voilà. C'est un peu le contre-pied de la première partie qui est complètement, qui est très lente et qui joue sur la tension, un peu en tétante comme ça. C'est quand même une très bonne adaptation. En tout cas, moi je trouve, même si j'ai pu en discuter avec d'autres qui avaient lu le bouquin, qui trouvaient qu'il manquait pas mal de trucs, mais comme toutes les adaptations, tu peux pas retrouver tous les détails qu'il y a. Enfin, il garde le principal. Et dans ce dernier, moi, j'ai vraiment retrouvé de l'émotion, l'aspect épique. Enfin, il va à l'essentiel en mettant en avant la peur avec Voldemort qui est énorme dedans, la fureur, le sang, la mort. Enfin, il y a une omniprésence du danger dedans continuellement. Par rapport à l'adaptation, il ne sacrifie pas les idées maîtresses du film, du livre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le scénariste, en fait, celui qui a géré ça, c'est celui qui a fait tous les Harry Potter sauf le 5, parce que le 5, il était un peu fatigué de travailler dessus. Il s'appelle Steve Kloves. Et en fait, il a travaillé essentiellement sur Harry Potter, et c'est lui qui va écrire l'adaptation du prochain Akira. L'adaptation live d'Akira pour les États-Unis. Moi, j'ai trouvé que c'était relativement péchu, des beaux plans. Il y avait vraiment des beaux mouvements de caméra qui amènent l'action avec un bon montage, quoi. Il n'y a pas eu de plan. Pas trop abusé. Ouais. Enfin, ils n'ont pas trop joué justement sur les effets. Moi, j'ai assez apprécié ça, quoi. C'est qu'il y a eu un beau travelling là, justement là où ils suivent une espèce de mange-mort qui rentre par le toit, qui se fait éclater par un gars, et puis la caméra continue d'entrée de jeu et repart avec un autre mange-mort qui se fait éjecter. Et c'est un mouvement qui est pas trop long. Je sais qu'il y a genre Michael Bay ou comme ça, il t'aurait fait un mouvement qui serait passé du sol au plafond et du machin dans tous les sens. Là, il a pas trop abusé, quoi. Ça, c'est vrai que c'est assez sympa. Est-ce que la 3D aurait manqué si on l'a pas vu en 3D, nous. Ah. Donc ça nous a pas manqué, mais on a vu qu'il y avait certains plans qui avaient été faits conçus pour la 3D. Pour la 3D. Essentiellement l'ouverture. Le Warner Bros c'était prévu pour la 3D. Ouais, tu as l'espèce pendant de 2 heures, t'as une grosse. Tu l'as vu en 3D, toi? Ouais, je l'ai vu en 3D. Alors, c'était bien? Bon, tu sais, moi, la 3D, Même combat. Voilà, enfin, il y a un petit coup de mou à un moment, vers au début du dernier tiers du film, où en fait, il y a une espèce de premier combat, et puis là, ça retombe un peu pour après quand même repartir. Et ça reste fidèle au bouquin, même la fin, qui était quand même super attendue. Est-ce que la fin, vraiment c'est la même chose. Le seul truc, c'est l'apparition de Captain America au milieu. J'ai pas compris. Je pense que c'est un coup de. C'est peut-être une transition avec des. Harry Potter dans The Avengers. Il y a vraiment des gros moments de bataille, même si on s'attarde pas dessus, tu vois, mais quand ils sont montrés, ils sont vraiment bien foutus. Tu suis vraiment Harry, Ron et Hermione qui font leur bisbise autour de la grosse bataille. C'est vrai que c'est pas orienté comme le Seigneur des Anneaux, où c'est le spectacle de la grosse bataille où tu vois des armées entières. Mais ils suivent vraiment quelques protagonistes et on sait que le fond, c'est un énorme champ de bataille. Et quand ils te le montrent un peu, tu dis ah ouais quand même quoi. En plus, il y a l'aspect magique où ils te protègent Poudlard, enfin rien que ça. Quand ils te mettent en place toute la défense, tu fais ouais, il va y avoir une grosse baston et tout, t'es content. Ah, moi, ma scène préférée, c'est quand la prof, elle s'oppose à Rogue, là, de suite, là. Ouais. Quand il débarque dans la... Bon, pour moi, ça, c'est ma scène qui m'a fait triper, quoi. Il y a une interprétation, notamment du professeur de Rogue, d'Alan Rickman, qui est énorme. Ralph Fiennes, il est bon aussi. Et Voldemort, ce que j'en parlais avec Vincent, c'est vraiment le... Enfin, pour moi, il est au... Le Dark Vador c'est le Dark Vador, quoi. Tu vois, pour moi, il a autant de charisme que Dark Vador. C'est-à-dire que le gars, quand il rentre, quand tu le vois dans un plan, il y a du danger, tout le temps. Quand tu penses au Seigneur des Anneaux, parce que c'est sorti, ils ont commencé en même temps à sortir au cinéma, tu te dis, ça aurait été Sauron, quoi. Et il a vraiment cette puissance-là... il est inarrêtable quasiment, sauf il y a qu'Harry Potter qui arrive à lutter contre lui, quoi. Sinon, personne ne fait le poids, quoi. C'est ça qui est curieux dans le film, c'est qu'il y a Harry Potter, en fait, qui prend juste le risque, parce que finalement, il n'a pas tellement plus de chance. C'est juste, on se rend compte que c'est un enchaînement de circonstances dont il a été acteur, finalement. Mais quelqu'un d'autre aurait fait le même choix que lui, quasiment. Il aurait pu venir à bout en fait de Voldemort. C'est vrai qu'il n'y a personne d'autre qui s'interpose, quoi. Personne n'ose le faire. Tout le monde a peur pendant toute toute la série. Il n'y a que dans cette partie-là les sorciers sont des où ils pleutres. se disent, on l'appelle Voldemort. Il a un nom, quoi. C'est que dans cette partie qu'ils commencent à l'appeler par son nom. Le dire. Donc Harry Potter, super héros alors. Une cape et un slip par-dessus son jean et c'est bon. Pas vraiment quand même. Après, au niveau de l'interprétation d'Harry, Ron et Hermione, moi j'ai vu en VF, j'ai du mal avec... Il y a certains moments où ça m'horripilait un peu la VF. Mais sinon, après, ils sont crédibles dans leur façon d'être. Il y en a qui ont mieux vieilli que d'autres quand même. Tu parles de qui a mal vieilli?
Ron, par exemple. Bah, Ron, moi j'ai vu une photo de lui dans un autre film, qui est un film anglais qui est sorti. Il a une trop bonne gueule avec un peu de barbe et tout. Barbouze C'est vrai et que tout, là, Celui qui a bien vieilli, c'est... Comment il s'appelle l'autre là? Celui qui fait... Neville. Neville, ouais. Ouais. Lui, il Ouais, est super dedans. Oui, faut voir la tronche qui se coltine avant. Ouais, bon, Du Ah coup, bah il est y a parti en l'évolution. bien. Il y a Kron qui est resté constant finalement, parce que quand il était jeune, il avait sa gueule bizarre. oh, quand il était mignon encore, ça allait. Et après, tu as des effets spéciaux qui sont déjà Visibles. vieillots. Ouais. Ils sont visibles en Ouais, fait, ce qui ils fait sont- qu'on s'en C'était rendra très peut-être, vite. Et compte. notamment le passage où ils sont emballés dans la salle vrai. sur commande, tu te dis oh putain la vache c'était mieux fait dans les autres quand il fait du Quidditch quoi tu vois. Ouais. Tu sais pas ce qu'ils ont voulu faire, je sais pas si c'est par rapport à la 3D ou pas la 3D Mhm. que du coup il y a... Et voilà donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Et en note moi je lui ai mis 9 sur 10. C'est une note globale quand en même. fait, ouais, parce que je me suis vraiment régalé. Hein. J'ai eu les D'accord. larmes aux yeux plusieurs fois dedans. Moi je suis fan d'Harry Potter. C'est le 7 que tu notes, c'est pas le. C'est finalement, la saga. en fait, c'est vu que c'est la fin, Mhm. c'est Mais il y a l'influence de la c'est- saga. Quoi. Voilà, il y a toute l'influence de la saga. d'accord. C'est-à-dire qu'il est, il vaut parce qu'il y a tout, il y a eu tout avant, quoi. Et pour moi, c'est à voir, quoi. Toute la saga est à voir. Voilà. Et vous, vos notes pour Harry Potter? 7, moi. 7. Moi, je mettais un 8. Un 8 parce que c'est une série que j'ai regardée sans le connaître. Et c'est vrai que j'ai accroché dès le début à la série. Fait que j'ai toujours bien aimé. Et ça m'a toujours fait plaisir d'en regarder un ou un autre de temps en temps, quoi. C'est vraiment un des films que j'ai plaisir à regarder. Et ceux-là, les derniers, c'est vrai qu'ils clôturent bien. Tu as vraiment l'impression d'arriver à une fin. Jusqu'à Ouais. la fin, je me suis demandé s'il n'y allait pas avoir une espèce de twist à 2 balles qu'ils n'allaient pas pouvoir s'empêcher de mettre, tu vois, parce qu'on est tellement habitué à ce genre de choses. Et j'ai bien aimé une clôture qui clôture bien, qui crée une continuité, mais une continuité qui n'est pas Il y a- dans un objectif de ressortie. Ouais, il y a un point final, quoi. Donc voilà, quoi. Il y a un joli point final, il y a une belle puissance. Bon, voilà, moi 8. Aussi. Donc moi, je vous le conseille. Moi, je ne saurais pas le noter Ouais. puisque j'ai pas vu. T'en as vu aucun Alors, j'ai vu le premier, comme beaucoup de gens. Qui est très enfantin. Qui quoi. m'a. Enfin, voilà, je suis pas rentré dedans à côté. J'en ai revu un. Je sais plus quel numéro. J'ai revu et ça m'avait plu parce que j'avais trouvé que ça s'était un peu radicalisé. Enfin, beaucoup plus Ah sombre. bah là, c'était et, une maturité. et c'est ce que chez j'avais les aimé hommes, à hein. l'époque. Maintenant, bon, ouais, après, c'est un univers où on est dedans, on n'est pas dedans, quoi. C'est tout. C'est comme les Tolkien, c'est la même chose, quoi. Ouais. Il y a des gens, Seigneur des Anneaux, ça. Ah bah, tu vois, moi Ça, j'ai ils sont à côté, j'ai quoi. préféré la série Harry Potter Ouais. que les Seigneurs des Anneaux. Parce que je m'accroche beaucoup Bah, plus moi, c'est facilement plus aux l'inverse, mais personnages. ouais. Je suis pas plus magicien et petit chapeau et compagnie. Je Mhm. préfère avoir une grosse épée et un arc et tabasser des orques. Tu- Mais je veux dire, j'avais beaucoup plus d'attachement au personnage d'Harry Ouais. Potter qu'au Non, neuf. mais après, c'est une question d'univers, quoi. C'est pas. qu'à Non, je Legolas, me connais c'est pas tout là-dedans, donc. Bon, du coup, c'est bon, c'est terminé pour HP. Ça y est, on n'en parle plus, On a parlé, c'est fini Harry Potter. Ah, c'est bon. Donc voilà, à savoir comment devenir les 3 protagonistes, parce que Qu'est-ce est-ce que qu'ils vont faire dans leur vie le plan des 3 derniers à la fin du film sera vraiment le dernier plan de leur vie en Est-ce tant qu'il y aura des qu'acteur spin-offs sur Harry Potter? Ah, je crois qu'ils ont déjà des projets. Hein. Je crois qu'Alexandre Il y a des Astier idées, travaille quand sur même, une Spin-off sur mini-série. Hagrid. Ça arrive. Enfin. Le meilleur. Bon, ben on va passer à Attack the Block, présenté par Rémi. Lovely fireworks. Mom, mate, it's an alien invasion. Of course it is. Let's get tooled up, blood. Let's get down there. I'm killing in the street. Quite sweet, really, aren't they? Attack the Block qui est sorti le 20 juillet, réalisé par Joe Cornish avec Nick Frost, Jodie Whittaker et John Boyega. Donc c'est des petits jeunes, hein, les derniers. Donc le synopsis, un gang d'adolescents fait face à une invasion de féroces extraterrestres. Leur affrontement transforme une cité de Londres en cour de récréation gore, un immeuble en forteresse assiégée et des zonards en héros. Donc je suis allé voir ce film parce qu'on devait tourner aujourd'hui et que j'avais pas vu de film et que voilà. Donc j'ai dû choisir un petit peu dans la maigre playlist de l'été. Donc bon, je suis allé voir ça. Je suis allé le voir parce que j'avais vu Shaun of the Dead, que ça m'avait bien fait marrer, que c'est le même producteur. J'ai vu Paul aussi, c'est bien sympa. Donc avec Nick Frost et comment il s'appelle? Simon Pegg. Simon Pegg. Simon Pegg. Donc là, dans celui-là, il y a que Nick Frost, mais bon, qui est sympa. Franchement, c'est
Il a une bonne gueule, on retrouve un peu le côté geek. Donc évidemment c'est anglais, donc beaucoup d'humour sur les dialogues, des dialogues très, très recherchés, très fouillés. J'aurais préféré le voir en VO, mais bon je l'ai vu en VF. On sent un peu, ça fait un petit peu production Europa en France, mais en Angleterre, tu vois, un petit peu au niveau budget, au niveau truc, mais bon, c'est quand même plus sympa en Angleterre. Donc, c'est quand même un film de SF, donc bon, il y a aussi ça qui a joué dans la balance. En gros, c'est des gros gorilles qui tombent du ciel avec des dents fluo et qui se mettent à pourchasser une bande de 5 racailles de la cité. Et, ils les poursuivent que c'est pas genre une invasion. Ouais, bon, alors après, globale. tu comprends pourquoi ils sont concentrés dans cette cité-là. Mais, Parce qu'il y avait des très bons fournisseurs en shit qui les ont transformés. Ouais, le shit, c'est que les extraterrestres. D'ailleurs, envahissent la on planète pour tourne les beaucoup autour de la bœuf, de tout ça, donc je pense que c'est un film à voir sous substance illicite, ça doit être plus sympa. Non, évidemment. C'est pour les Il va y avoir enfants. des soucis, hein. C'est pour les enfants. Quoi. Manger des légumes verts et faites du sport. 5 fruits et légumes par jour, Grandes surtout. En fait, moi, ça m'a un peu fait penser aux Goonies parce qu'ils ont entre 14 et 16 ans. Mais ils se droguent. mais ils se droguent, d'une part. Oh, les Goonies. Ils en sont pas loin dans les Goonies. Ouais. Hein, c'est juste. Ouais, mais bon, c'est vraiment la version de 2011 dans la Tessie, tu as vu. Non, wesh. Donc c'est beaucoup plus violent que les Goonies. C'est, au niveau du langage, c'est vraiment cru. Mais bon, c'est assez sympa à voir. Je pense que ça plaira aux ados un peu geeks qui veulent aller se prendre la poire au ciné. C'est pas mal. Donc ça, je trouve que c'est pas aussi bien que Shaun of the Dead et que Paul. C'est un petit peu, pense, plus pour un public un peu plus jeune. Mais bon, voilà, c'est sympa. C'est gore, il y a quand même pas mal de passages gore. C'est orienté comme Shaun of the Dead vers une comédie ou c'est quand même c'est quand même Alors, plus un thriller. Il y a des moments... Non, c'est pas un thriller. Il y a des moments décalés d'humour, mais il y a aussi des moments assez graves. Donc ça D'accord. jongle un petit peu entre les deux. Mais bon, tu passes un bon moment quand même, hein, même s'il y a des morts et que des fois tu te dis merde, c'est bizarre quand même. Enfin, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure-là. En fin de compte, ça passe quoi. Il y a toujours le petit humour à la fin. Bon, non, franchement, c'est pas mal. Nick Frost est plutôt bien. Les monstres sont plutôt pas mal faits quoi. L'idée est plutôt sympa en fait parce que c'est pas une invasion d'extraterrestres d'une race plus évoluée, tu vois. C'est vraiment des bestioles en fait. C'est vraiment des Starship gorilles. Troopers quoi. Ouais, Dans une cité. un peu, ouais. Qui chient En des fait, météorites. c'est rigolo. Ils ont des dents phosphorescentes, tu vois. Donc dans la Dès nuit, qu'ils sont dans la nuit, tu on crois les que tu vois des yeux. En fait, c'est les dents, quoi. Donc c'est assez rigolo et bon voilà, à voir si vous avez rien d'autre à faire. moi je Très lui encourageant. mettrais, Voilà qui va relancer l'industrie du cinéma. le cinéma londonien. Non, mais je pense quand même que le réalisateur est à suivre quand même, tu vois. Je pense Comment il s'appelle ? Il s'appelle Joe Cornish. Il avait réalisé quelque chose d'autre avant ? Je sais pas. Très La bien. Rolls-Royce. Énorme préparation. Ouais, bah désolé, mais ouais, non. Désolé. Je crois que j'ai trompé le volume. Il y a eu un moment où j'ai eu un blanc là. Donc Donc tu l'as mis combien en note ? Je mets 6. Ah ouais, quand même. Un petit 6 quoi. Un petit 6, ouais. Un peu, à peine plus, ouais, plus que la moyenne. Ouais, à peine plus que la moyenne. Bah parce que ouais, mais je C'est un pense bon que je suis moment. pas non plus trop dans la cible. D'accord. Je pense T'es jamais que... dans la cible, toi, à chaque Ah, fois. je suis pas souvent. Bah en fait, quand j'aime pas, j'essaie de trouver des excuses au film. Donc je me dis que je suis pas trop dans la cible, quoi. Parce que ça doit quand même plaire à certaines personnes, quand même. Bon, il y a un truc quand même, c'est que ça a pas l'air d'être une grosse sortie. Je sais que moi, pareil, j'ai bien aimé Paul, Shaun of the Dead, j'aime bien aussi. Ouais, moi aussi. Et je m'attendais à trouver un petit peu partout et apparemment. Ouais, apparemment. C'est- Bah, ouais. avec The Bon, en Block, même ça temps, me surprend on était en pas salle que- 17, mais on était 5, tu vois, donc. Mais est-ce que ça fait penser un peu à Banlieue 13 cet aspect Non. Non. Il n'y a pas de. Aspect, Cet aspect si finesse, Il y a finesse, pas de merveilleux. finesse. Non, mais c'est vrai que Il n'y a pas de les- voiture de marque. C'est vrai que Oléo. les dialogues sont pas mal. Par contre, les jeunes sont plutôt bons acteurs, hein. Ouais. Ouais, Contrairement à Banlieue 13. Contrairement à Harry Potter. Non, là, tu vois, franchement, il y a une petite bande des 5 jeunes là, et ils sont marrants, quoi. Et puis, ils jouent bien et ça fait un peu réaliste dans les dialogues et tout. C'est vraiment pas mal. Donc, à voir, franchement, pour les acteurs, Ouais. pour les dialogues, pour le côté SF un peu Oui, il y a déjanté, acteurs quoi. à Il y a des choses peut-être, sympas. Il y a à des voir, quoi. quelques petits trucs sympas, ouais. À voir. En D'accord. plus, il fait 1h30, donc bon, ça vous prendra pas trop longtemps. Il n'y a pas trop de longueur. Ça fait cher de l'heure. Hein. Quand tu fais un 9,50.
Bah ouais, non, bah attendez qu'il sorte en DivX. non, en DVD, Bande de attendez qu'il sorte en DVD, franchement, ça... Voilà. Ou en VHS dans les, Ou qui passe à la dans les télé. kiosques à journaux. En 99. Les meilleurs. On m'a dit qu'on coupait le téléphone aussi. Oh, 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 pardon. il y a des gens derrière là. Ok. Bon alors. Bon bah ok, merci Rémi pour cette... Bah, de rien. J'ai fait Cette court. proposition. moment Net et d'émotion. précis. Voilà. Donc on va passer au troisième film, Cars 2. Mater, how'd you like to come and see the world with me? You mean it? Come on, buddy. From the creators of Toy Story 3. That's funny right there. Welcome to the World Grand Prix. 3 races over 3 countries, and only one team can win. Ciao! Go McQueen! Hey, what's your strategy today? Wait for Lightning McQueen to choke, then win. Francesco always wins. It's boring. Ouais, Cars 2. Moi, je suis allé voir un film qui était. Que dans va nous ma cible. présenter Vincent. Complètement dedans. Donc, Cars 2 qui sort, Comme Gilles, voilà, qui sort donc le 27 juillet. Donc c'est c'est le dernier des studios Pixar, hein, co-réalisé par John Lasseter et Brad Lewis. Alors lui, je sais plus s'il co-réalise régulièrement avec lui, mais comme ce nom me dit rien, j'en sais rien. C'est pas le frère de Carl? Ouais, je crois. Donc avec les personnages, les voix, c'est Owen Wilson, Larry the Cable Guy et Michael Caine qu'on retrouve. Et je crois pas qu'il y ait de voix française en fait, qu'ils ont donné de voix pseudo-stars. d'acteurs en voix française. Je crois qu'ils ont gardé les voix parce que j'ai reconnu personne. Alors c'est qui Larry the Cable Guy? C'est un espèce de comique américain qui fait pas mal de films et qui tourne surtout aux États-Unis, quoi. Donc le synopsis en fait, donc c'est Flash McQueen et son grand ami Martin le dépanneur, quoi, l'espèce de vieille dépanneuse totalement rouillée, qui font un tour du monde à l'occasion en fait d'un grand prix multidiscipline où toutes les voitures de tout genre participent, qui est organisé par un milliardaire. Et en fait, ce Grand Prix est organisé pour faire la promotion d'un nouveau carburant alternatif, je sais plus quoi. Le pétrole. On est dans le technique alors là. L'analol, D'accord. le tralalol, un truc comme ça, quoi. Un nom qui finit en ol, et la pachole ou quelque chose comme ça. Tu vois. Le rig. La Spécial cagole. dédicace. Donc ils font des courses un peu partout dans le monde, 3 grandes courses, surtout Paris, Londres, Italie et Tokyo. Et en fait, pendant ce circuit-là, en fait, Martin se retrouve embarqué dans une histoire d'espionnage en fait, autour justement de ce championnat, et devient une espèce d'espion malgré lui, et en fait doit dénouer la situation parce que en fait son ami Flash McQueen est justement en danger. Ah, c'est Martin, carrément. Ah, c'est C'est la dépanneuse, c'est la dépanneuse, qui ouais, devient un peu le héros. qui devient le héros malgré lui, quoi. Et donc c'est lui qui prend tout le centre de l'histoire pour à la fin on retrouve le duo, quoi. Et donc tout est axé essentiellement sur ce personnage. D'accord. Comme à chaque fois, la qualité visuelle, elle est quand même au rendez-vous. Que la 3D est quand même assez lisible, elle n'est pas brouillon. Moi je l'ai vu en 3D, donc elle est pas assez bien, elle est pas mal, mais comme toujours, c'est facultatif, quoi. Ouais. Sur du tout numérique, ça passe mieux quand même. Ça passe mieux, ça passe mieux, c'est bien, on voit vraiment bien les échelles de plan, la profondeur de l'image et tout ça, mais c'est pas non plus, je veux dire... Se taper le cul par terre. Voilà, quoi. Ça, ils se sont encore lâchés sur tous les reflets des carrosseries, C'était ce qu'avait les fait jeux sur de le premier lumière, déjà. voilà, C'était, les effets de tout ce qui est atmosphère, éléments, quoi, l'eau, un peu la chaleur, les zooms, les gros zooms en fait, justement avec cet écrasement et ce tremblement de l'image qui est vraiment très réaliste et vraiment très, très bien fait. Et puis surtout les courses, la mise en scène des courses, c'est vraiment, on s'y croirait, quoi. C'est vraiment T'es dans la prenant. voiture Et on en oublierait que c'est des petites bagnoles avec des petits noneuils qui sont là sur le pare-brise quand même, parce que faut dire que c'est ça l'histoire des films, quoi. C'est des petites voitures qui parlent et tout. Bon voilà, ça malheureusement ce ne sont que les côtés positifs, ils sont seulement techniques. Après, franchement, ça c'est déjà le point négatif principal que j'ai, c'est ça, c'est qu'en fait on y trouve du plaisir que en regardant, en appréciant la prouesse technique, mais si ça nous intéresse pas, finalement on s'y accroche pas trop. Ah, t'es pas dans la cible. Voilà. Ça c'est sûr, on n'est qu'on pas dans la cible. On a tapé 4 films, on n'est pas dans la cible, hein, les gars. Il y a un complet, Non, je pense, Harry ouais. Potter, Enfin, on y est Harry plus. Potter, Ce que je veux dire, c'est qu'on... oui, mais maintenant, mais par exemple, pour toi, tu disais que tu n'étais pas vraiment dans la cible pour Harry Potter. Moi, je oui, suis non, mais c'est complètement la- parce que pour je la suis fan, saga. mais- Mais non. Mais ce qu'il y a, c'est
ce qu'il y a surtout, c'est que on est sur un scénario banal, mais comme le premier Cars, quoi. Le scénario, il cassait pas des briques. Ouais, c'était. Moi, il m'avait bien plu. Ouais, mais c'était pas, une belle histoire. Là, on est vraiment loin de chefs-d'œuvre comme Wall-E ou comme Là-haut, quoi. On n'a pas cet onirisme, on n'a pas cette magie là-dedans. Et on n'a pas vraiment ce côté où tu as les grands comme les petits qui peuvent s'amuser. Alors là, les gamins, ils se régalent. Hein. Je veux dire, il y a pas mal de minots autour de moi. Waouh, voiture et machin, des trucs comme ça. Ils se sont tous régalés. Mais je pense que les parents ont dû les gonfler. Et parce que moi aussi, l'histoire, c'est que du... Ouais. C'est ça que fait un du peu les gamins du qui jouent aux regard petites des voitures, poètes et machin. T'as pas vu mon klaxon, mec? Mais l'autre qui sort et poup, qui lève la roue et qui lâche un bout de pot d'échappement. On est quand même dans du gag très visuel qui accroche très vite aux enfants. Et gras, on dirait presque tu nous dis. Ouais, j'ai l'impression que tu parles d'un film, c'est des charlots. C'est pas mal, je te jure, c'est les charlots pour les gosses, quoi. C'est poète. Et après, tu recules. Et si tu essaies de choper une deuxième lecture, t'as rien. T'as rien. Même la morale, c'est sur l'amitié parce qu'ils se fritent un peu, Martin et. Il faut mieux rouler avec un diesel. Ouais, c'est pas loin, même en plus de ça, quoi. Et donc, alors, avec une pseudo leçon sur l'environnement, c'est quand même. C'est des bagnoles tout le long du film. Il suffisait de regarder Wall-E, ils en avaient fait une magnifique. Voilà. Donc là, c'était pas vraiment réussi, quoi. Il y a pas de lecture où à la fin on se dit bon ben voilà, c'est bien. Alors juste sur l'amitié, ouais, on est tous des potes, on s'engueule quand on est potes, mais ce qui est bien, c'est de se réconcilier, vivre les potes. Donc tu conseilles le film pour quelle tranche d'âge? Pour amener les gamins, il y a pas de souci, mais il y a vraiment rien qui fait plaisir, qui fait plaisir, mais qui te fait passer un moment de magie, quoi. Ok. Toi, tu t'emmèneras... Non. Toi, Princesse Réponse. Moi, j'avais bien aimé le 1 et j'ai mon petit neveu qui est fan, donc je serais bien allé voir le 2 avec lui éventuellement. Mais tu peux le faire. Bon, oui, voilà. Si jamais j'ai l'occasion d'y aller avec lui, peut-être que j'irai. Mais bon, c'est pas. Voilà. Moi, ça me dit rien du tout. Voilà. D'accord, ok. Non, ça me dit rien du tout. Le 1, il m'avait vraiment saoulé, alors que je suis fan de Pixar, mais celui-là, j'avais pas compris, quoi. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, pas la bonne cible, parce que c'était vraiment, je trouvais ça trop enfantin. Ouais. Je pense qu'il faut un peu aimer les bagnoles aussi, je sais pas si... Bon, t'as beau aimer les voitures, moi j'aime bien les voitures, mais avec des yeux aussi sur le pare-brise, je préfère Twingo. Pourquoi tu vois pas les voitures comme ça? Il y a que la Twingo qui a des yeux, pas sur le pare-brise. Il y avait une petite morale, c'était sympathique. Ouais, le premier, il y avait une... C'était gentil. L'histoire sur savoir être humble, l'humilité, patati, mais les choses simples, c'était bien. Mais le second, à part on est des potes et c'est trop bien d'être potes, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... On trouve pas un message, c'est juste une sortie, parce qu'ils sont, à mon avis, c'est qu'avec Cars, ils doivent se régaler techniquement. Ouais, puis le mec, il kiffe les bagnoles. Voilà, ils doivent se régaler techniquement. Et là, et maintenant, avec la 3D, ils se disent, voilà, Cars en 3D, voilà, quoi. Bah moi, j'ai vu quelques images, ça m'avait fait penser à... Les 2-3 extraits que j'ai vus, ça m'avait fait penser au film des frères Wachowski, de Matrix. Speed Racer. Non, comme ça. Ouais, un truc comme ça. Speed Racer, un peu ces couleurs-là, où ça allait à Tokyo. C'était ça. Donc, bon, j'ai pas vu non plus Speed Racer, j'ai vu aussi que des extraits, les deux se ressemblaient. Les deux m'ont pas donné envie, donc je n'irai pas le voir. Non, mais ce que je trouve rigolo, mais au bout d'un moment un peu lourd, c'est le fait de transposer tout ce qui est voiture finalement à l'humain. Tu parlais des chiottes au Japon, machin, tout ça, mais au bout d'un moment, c'est un peu lourd, quoi. Il y a toujours un moment où t'as raison, reprends le dessus et tu te dis... Il va au bar, il sirote une huile de vidange, enfin je sais pas, un truc. Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, ouais, ça fait vraiment... Ouais, ils sont allés jusqu'au bout du truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, voilà. Alors le 3, j'ai du mal à me dire ce qu'ils vont... Pourquoi ils veulent faire un 3? J'en sais rien, mais bon. Ils ont bien fait 3 de Toy Story. Bon, par contre, le troisième était vachement bien. C'était ailleurs, on était ailleurs. Toy Story, on était sur quelque chose. Bon, voilà. Donc maintenant, c'était Cars. Le 4e film. You woman? It's 8:15 a.m. It's 18-year-old Scott. If you want a promotion, you gotta earn it. Did I tell you that Harkin tricked me into having a drink at 8 o'clock this morning? At least your boss isn't sexually harassing you. See if this thing's working. Oh, I can make out our little friend right there. Stop it. Ooh, Shabbat Shalom. Somebody's circumcised. You know, yours doesn't sound that bad. Comment tu es son boss qui sort le 17 août. Très bien. Exclu. Mais comment as-tu fait? Wow.
J'ai mes sources. Ah, attendez, J'ai mes on va arrêter de dire comment J'ai tu mes fais alors que sources. c'est le 17 août, on va le sortir Ah le non, alors 25, je tiens à préciser 25 que- septembre, parce qu'on est désolé, à chaque fois on sort complètement à la bourre, mais on a des métiers d'un côté. Un petit coup de... Non, je l'ai vu dans une salle parisienne, on exclut. Oh la chance. Très bien. Eh ouais. Donc comment tu es son boss? Je pense que je vais clore un popcorn spécial film qui plaît moyennement. Hors cible. Donc je vais vous faire le synopsis, puis après je vous parlerai un petit peu du film, quand même. Donc c'est Allez au l'histoire... cinéma en juillet. Je vais... ouais, puis là, puis jusqu'à En août, mi-août, c'est en août. parfait, c'est parfait. 17 Oui. août. Donc, c'est l'histoire de 3 copains. Attention. Les Ça va rappeler une histoire. Donc, 3 potes qui vident quelques bignoles ensemble. Nick, Kurt et Dale, ils ont changé les D'accord. noms là, pour le coup. Donc, la seule chose qui pourrait rendre leur travail quotidien plus tolérable, c'est de réduire en poussière leur intolérable patron. Chacun travaille dans un domaine différent et ils se plaignent régulièrement de leur boss assez tyrannique. Et donc les 3 boss, pour citer déjà un casting qui est assez impressionnant, et je trouve que c'est peut-être la chose qui est un peu forte dans le film, c'est qu'on voit des gens un peu à contre-emploi, et c'est ce qui m'a bien plu. Il y a un boss, donc c'est Colin Farrell, qui est méconnaissable en Ouais, on a vu des calvitie et tout, en Oui, bon m'a con, fait il rêver. n'y a pas de... Ouais, moi j'ai pas vu le film, mais Il y a Kevin rien Spacey. que pour ça j'irai. quoi. Kevin Spacey aussi en deuxième patron assez tyrannique. Et puis, il y a Jennifer Aniston. Alors moi, je suis pas un fan du tout. Vraiment non plus. Mais j'ai trouvé qu'elle était vachement bien. Et même, j'ai trouvé que dans le film, c'était elle qui s'en sortait le mieux, quoi. Ah Alors ouais. que, je saurais pas citer des films où je l'ai vu, parce que tout ce qui est comédie romantique et tout, j'ai pas vu. Friends, j'ai pas été un fan non plus. Donc, mais j'ai j'ai trouvé bien que aimé Friends, finalement, en dentiste nymphomane, elle s'en sortait plutôt pas mal. Un soir, entre 2 bières... Entre 2-3 bières de trop, peut-être. Désolé. il rencontre un type un peu chelou qui est joué par Jamie Foxx, qui leur dit écoutez, pas de problème, il faut tuer Pamela Rose. la solution, il faut tuer pas Pamela Rose, mais Jennifer Aniston, Kevin Spacey et Colin Farrell, quoi. Donc ils vont essayer de mettre en place, chacun va essayer de tuer le boss de l'autre pour éviter qu'il soit reconnu, et ils essaient de monter des plans pour les éliminer les uns après les autres. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas forcément bien. Et je ne vais pas vous raconter la fin. Si? Non. Bon. Non, parce que C'est une moi, happy end, moi, voilà. moi, j'irais bien le voir. Donc, C'est vrai? Ouais, c'est Non, le mais genre de comédie que j'aime bien. Je pense que c'est la comédie fraîche de l'été qui fait plaisir à... Oui, fraîche, oui. C'est vrai, d'accord. Fraîche, non? Non, mais je... So fresh. Non, fraîche, non. T'as raison. Parce qu'en fait, c'est que du déjà vu. C'est le gros reproche que j'ai à faire du film, c'est que il y a aucune inventivité ou quoi que ce soit. C'est vraiment, moi je trouve que le film, la seule force du film, le seul point positif même du film, c'est vraiment ce casting avec des gens qui sont à contre-emploi et qui. Est-ce que c'est drôle, quoi? C'est ça le Après, plus important on est dans dans une du comédie, comique en de tout cas. situation, mais toutes les situations, on les a déjà vues dans d'autres films, quoi. D'accord, carrément. Donc ouais, moi je trouve que, il y a 2-3 choses qui sont rigolotes. Alors, il y a un moment donné, on évoque la drogue, parce que Colin Farrell se drogue. Bon, ça, je pense pas que ce soit un spoil. Vu la gueule qu'il a dans le film, on l'imagine un petit peu, parce qu'il est complètement barré, il sniffe et tout. Et il y a un moment donné, il s'introduit chez lui, et il y a un quiproquo qui fait que tout le monde en prend, et puis ça devient Ouais, du ça y est, délire. dans la bande-annonce. Ouais. Bon, ok, ça marche. Bon. Tous les mecs se retrouvent à renifler quelque chose. Ouais, voilà, enfin c'est un peu... Bon, ça m'a pas... Il y a des moments qui sont rigolos. Moi, vraiment, les moments les plus marrants, c'était avec Jennifer Aniston. Parce que du coup, à chaque fois qu'il y a des plans avec elle, on se dit, oh putain, elle va partir encore dans sa nymphomanie extrême, et elle va comment... Elle dit des choses qui, d'habitude, elle est plutôt dans des dialogues un peu épurés, un peu gentille fillette. Et là, elle y va avec des trucs un peu osés elle et va au tout. charbon, quoi. Elle sort... Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça marrant, parce que c'est pas forcément l'image que j'avais de cette nana. C'est pas... Enfin, voilà, quoi. Non, du coup, c'est ce qui m'a plu. Jamie Foxx, pour moi, il sert pas à grand-chose dans le film. Ouais, On c'est le voit vraiment un 2-3 plans, c'est second tout. rôle, quoi. C'est rigolo parce qu'en fait, il est pas vraiment le mec qu'on pensait être. Enfin, il est présenté d'une certaine façon et en fait, c'est une autre personne. Bon. Après, j'ai trouvé que c'était un sous-Very Bad Trip pour moi, quoi. D'accord. Donc, Dans la t'as pas comédie. rentré... Dans la comédie. Ouais, Very Bad Trip, c'est quand même différent, mais...
Ouais, on est dans un autre domaine, mais je veux dire, C'est l'idée Ouais. de pousser un peu à une des situations à l'extrême et le jouer à la comédie. Parce Pour que c'est moi, quand on même des gars revenait- qui veulent crever je des pense- gens. on revenait à la source de trois potes. Glock à la base. Enfin, qui- une Glock. ouais, mais on. Décalé, en Le Lars von Trier, il te fait ça, je te dis pas le bordel. Bah, disons qu'à un moment donné, on se dit comment tuer son boss, ça va peut-être partir un peu. Il y a des moments, il y À la Very Bad il y a Things. quelques amorces où on va se dire ah ça va basculer Ouais, un peu. et non. Et j'attendais ça à un moment donné, où on passe de la comédie ou qui est rigolote, qui est bien gentille, Au truc qui est qui est un du peu tout de- géré. et en décalé, fait, dérangeant, ouais, quoi. et en fait, j'ai jamais eu. Ça se voit. Et ça m'a un peu frustré en fait. C'est peut-être ça aussi D'accord. qui m'a gêné dans le film. Non, disons que voilà, bon, moi je mettrais 5 parce que vraiment Tu peux je mettre me suis un moins. peu embêté. Bon, en gros. Non, parce que encore une fois, c'est les acteurs qui. C'est passable, quoi. Donc 5. Ouais, qui c'est sauve. les acteurs pour moi c'est le casting qui sauve le film. Après l'histoire. bon. D'accord. Que, C'est toi qui t'y colle. c'est il toi veut qui pas t'y nous colle, en c'est toi parler, qui t'y colle, c'est un c'est Ah toi bah, qui t'y colle, c'est toi qui t'y colle. Arnold. Ah d'accord. Ah, c'est ton Bah, tour. chacun Je suis son obligé de m'y tour. coller. Voilà, tu t'y Bon colles. bah les gars. Prévois de la vaseline. À bientôt. D'accord. À bientôt. Attention. Bon, attention les 1, 2, amis. 3, Nana. Le mot du gars des cabines. 1, 2. Je te retrouverai mon fils. Ah bah ça a marché. Salut Colin. Bonjour, Alors tu nous parles de quoi ce mois-ci? je vais vous parler de Robot, un film indien de... Même un peu lubrifiant. Bon alors il parle de quoi ce film? Parle-nous un peu du film. Donc c'est un film de Hollywood. Et donc là c'est un film à assez gros budget. Et d'ailleurs il a rapporté... Enfin c'est un des plus gros succès indiens. Fais-nous le pitch vite fait du film. Bah donc en fait c'est un professeur qui crée donc un robot à son image. Et en fait il a pour but en fait d'aider un peu le gouvernement au niveau de la guerre, tout ça quoi. Dans les films indiens, c'est souvent un trio, donc il y a toujours un triangle amoureux. Et donc deux hommes qui sont amoureux de la même femme. Et donc ce robot Shitty, il développe très vite des sentiments. Et du coup, voilà, il tombe amoureux de la femme de la promise du professeur. Et donc après, forcément, il y a la jalousie qui rentre en jeu. Et donc, il profite de cette jalousie pour être... comment dire, son patron, en fait, en profite pour le rendre méchant. Et donc, en fait, il est reprogrammé. Et c'est quand il devient vraiment méchant que on peut voir cette scène d'action là, qui a été célèbre sur YouTube. Et c'est une scène qui dure quasiment 10 minutes. Donc c'est là où il y a tous les effets spéciaux là, qui sont confectionnés, là, on dirait une production hollywoodienne. Et donc on peut dire que c'est un mix entre Matrix, Robot, iRobot. C'est un film vraiment sympathique. Et est-ce que par rapport à Bollywood, ce qui a pu déjà être distribué en France, enfin en tout cas ce qu'on a pu voir sur les écrans, est-ce qu'il y a encore des grandes chorégraphies qui mêlent tout le monde, les héros, les méchants, tout le oui, monde justement, danse, en fait, ce film, ils sont tout le temps, il dure à peu près 3 heures à chaque fois. Et c'est tout le temps ponctué de scènes musicales, quoi, d'interludes. Même si on est dans le domaine des science-fiction. Ouais, voilà, donc là, tu as le droit à 5 chansons. Chacun a un univers musical particulier aussi. Tu as un truc, on dirait un peu du rap. Il y en a, c'est un peu plus un peu électro, on va dire.
Et d'ailleurs, c'est le compositeur. Il y a Danny Boyle qui l'a utilisé là, pour son dernier film 127 heures. Et puis à mon avis, il a dû le connaître sur Slumdog Millionnaire. Et la musique du coup est quand même sympa. Et d'ailleurs, elle a été première sur la plateforme iTunes. Voilà. Et alors, en quoi ça serait un nanar en fait? En fait, je dirais pas vraiment que ça soit un nanar au sens propre du terme. C'est qu'en fait, ils ont, enfin chez nous, il y a quand même un côté kitsch, quoi. C'est les déhanchés là qu'ils ont là d'un coup là. En fait, c'est le jeu de comédie. Le jeu de comédie un peu outrancier, quoi. Et non, c'est ça qui fait que ça. C'est ça qui donne un côté un peu kitsch. Et puis du coup, nous, ça nous fait rire, quoi. Mais c'est vraiment traditionnel, quoi, là-bas. Donc c'est un film qui est sorti il y a longtemps? Non, il est assez récent. Il est Ouais. de 2010 et comme je te disais, c'est un des plus gros succès. Donc là, il y a des scènes incroyables, des scènes de baston dans le train, en fait, où on le voit sortir du train, il court, il rentre dans le train, il défonce au moins une dizaine de types quoi, qui lui sautent dessus. C'est surréaliste complètement. Il s'accroche, il fait des chorégraphies dignes des films de John Woo. Mais c'est réussi ou c'est ah oui, non, c'est un peu carton C'est incroyable, quoi. T'en prends plein la gueule, quoi. T'as l'impression qu'il mélange plein de genres. Parce qu'il y a carrément une scène où il va sauver des gens en détresse en plein incendie. Ça s'arrête pas, quoi. Je veux dire, c'est le film 10 en 1, on a envie de dire, quoi. T'as de l'action, de la romance, de la science-fiction. T'as vraiment un peu tout, quoi. Donc pour toi, c'est la force du film et c'est un film assez complet. Du coup, ça fait un film attachant et réussi. Et réussi, ouais, pour une fois, quoi. Bon, je crois que je vous ai décoté le meilleur nanar, quoi. Le plus agréable, on va dire, à regarder. Bon alors, pour conclure, où est-ce qu'on peut voir ce film? Comment on peut le voir? Moi, je l'ai trouvé sur eBay, là, en enchère. Et sinon, tu as des boutiques spécialisées, notamment à Paris, où tu peux voir des films indiens, quoi. Sinon, tu as pas mal d'extraits donc, sur YouTube, où tu as toutes les chansons en HD, et puis tu as la bande-annonce et tu as la scène d'action, la fameuse scène d'action qui dure 10 minutes. Là. Et sinon, même, je crois qu'en fouillant bien, tu peux trouver le film en entier, sous-titré en espagnol. Voilà. Mais je vous ai prévu déjà une nouvelle pépite. Là. Ah oui? Je suis en grande forme en ce moment. Donc, je vais vous parler de ce film, The Stuff. Voilà. L'attaque des yaourts en sous-titre. D'accord. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Et c'est le premier film que j'ai montré à ma copine qui est ma femme, là, depuis peu. Et on peut se demander, là, comment elle a dit oui? Comment elle a dit oui? The Stuff, The Stuff. Attaque. Et pourquoi elle l'a quand même regardé en entier. Hein. D'accord. Je l'ai revu hier. C'est vrai qu'en fait, il est quand même assez pourri, quoi. Je reconnais. Il a un côté attachant, mais il a beaucoup de défauts. Donc là, on retombe dans le nanar. Donc là, c'est ouais. Bon, enfin, il y en a, ils diront que c'est pas un nanar. Hein. C'est une petite série B. C'est assez mal joué. Le doublage, il est sympa comme d'hab. Hein, il ringardise un peu le tout, quoi. Mais par contre, t'as des acteurs assez intéressants dedans. T'as Paul Sorvino. Et puis t'as Danny Aiello, voilà, ouais. Un de ses premiers rôles, quoi. Voilà. Ok. Et donc je vous laisserai voir la bande-annonce et puis comme ça, voilà, si vous l'avez déjà vu, vous pouvez déjà poster quelques trucs sur Popcorn. Bon, Colin, je vais devoir te débrancher. Je suis désolé. Tu me débranches là? Ouais. Hein? On te revoit le mois prochain avec The Stuff alors. Allez, ça marche. Allez. Débranche-moi alors. Warning. We interrupt this presentation with the following urgent message regarding The Stuff. If you see it in stores, call the police. If you have it in your home, don't touch it. Get out. The Stuff is a product of nature, a deadly living organism. It is addictive and destructive. It can overcome your mind and take over your body.
and nothing can stop it. Are you prepared to say on the air that you've actually seen people devoured by the stuff? Tonight, America is in grave danger. It's gonna kill you! It's gonna kill you all! The stuff. You have been warned. Allez, mange ça. Mange ça, je te dis. Coucou les barjots. Ça se passe bien le repas? Je vous amène une nouvelle copine, ça s'appelle Baby Doll. Hein? Et si vous êtes sage et que vous avez bien tout mangé, vous aurez droit de voir le Blu-ray de Sucker Punch qui est sorti le 11 août, oui, de Zack Snyder. Mais avant, faut être bien sage, t'as compris? Donc d'abord, elle va nous faire une petite danse et puis après, on verra si vous avez bien tout fini. Je vous disais donc la sortie Blu-ray de Sucker Punch, sorti le 17 août 2011, édité par Warner Bros. Je vais vous présenter la version Ultimate, qui est une version avec deux Blu-ray, un pour la version originale, un pour la version française. Le DVD, la copie digitale. Donc au niveau du packaging, c'est un très beau coffret métal, les 4 Blu-ray à l'intérieur. Vraiment ils ont soigné quand même la sortie Blu-ray avec l'imprimé, les images, tout ça. C'est vraiment beau, un beau coffret qu'on a plaisir à avoir en main. Au niveau du menu, j'ai trouvé ça un petit peu pauvre, c'est assez statique, c'est juste une photo des quatre nanas. J'en attendais peut-être un petit peu plus, bon c'est que le menu du Blu-ray, on est d'accord, mais quand même il y a des trucs sympas qui se font et j'en attendais peut-être un petit peu plus de la part de Zack Snyder. Au niveau technique, l'audio, on est un petit peu déçu parce que, donc, comme je l'ai dit, la version française et la version originale sont sur deux Blu-ray différents. La version française est en Dolby Digital 5.1 alors que la version originale est en DTS HD 5.1. Donc au niveau du DTS HD 5.1 c'est juste parfait. On regrette un petit peu que la version française ne soit qu'en Dolby Digital 5.1. Mais en même temps, quand on achète ce coffret avec la version longue, il faut savoir que la version longue n'est que sur la VO. Donc on n'a pas la version longue sur le Blu-ray en version française. Donc déjà que quand on a le choix, on préfère toujours regarder la version originale. Là, encore plus, sachant que sur la version française, il n'y a pas les 20 minutes en plus. Sûrement pour des questions de doublage. Mais voilà, donc si vous achetez ça, regardez-le en VO parce que ça vaut vraiment plus, ça vaut vraiment le coup, le son est meilleur. Et puis en plus, vous avez 20 minutes de film en plus. Concernant l'image, par contre, c'est parfait. On n'en attendait pas moins pour un réalisateur comme Zack Snyder qui soigne vraiment l'esthétisme de son image et qui... Enfin, on se prend vraiment la claque visuelle en pleine poire, il n'y a pas de souci. L'image, les noirs sont bien noirs, les contrastes, les flous, c'est vraiment nickel. Au niveau de la qualité de l'image, on est sur du très très haut de gamme, sur ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Au niveau des bonus, donc déjà, comme je l'ai dit, il y a la version longue qui fait quand même 20 minutes de plus que sur la version originale, vous l'aurez compris. Il y a des scènes d'action qui sont plus longues, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la fin qui a été rajoutée. Une fin qui a environ 10 minutes de plus à la fin. Donc évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il y a en plus, mais ça donne quand même une autre dimension au film. Film qui a quand même été critiqué pour être un film de gamer à sa sortie. Alors c'est vrai que ces 5 nanas habillées super sexy qui se battent contre des samouraïs de 3 mètres, des dragons, des orques et des Allemands. Mais bon, moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de plus dans ce film et dans la version longue, on aborde une dimension qui n'était pas abordée à sa sortie en salle pour des raisons, le studio qui a limité certaines scènes d'action et notamment cette fin-là.
pour que ce soit pas interdit au moins de 13 ans. Donc vous l'aurez compris, cette version longue rajoute de l'ampleur au film, le rend un peu plus profond et l'éloigne un petit peu plus des critiques. Donc si vous n'avez pas forcément aimé le film, il mérite sa deuxième chance en Blu-ray. Voilà, c'est un peu mieux. Au niveau du mode Picture in Picture, donc c'est le mode de la Warner, c'est un mode qui permet de visionner les bonus. Il faut savoir qu'il faut se retaper le film pour regarder ces bonus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux bonus indépendamment de chaque scène en se disant tiens, comment ils ont fait le plan séquence de la fin avec les robots, il faut regarder le film ou alors avancer jusqu'à ce moment-là pour voir s'il y a quelque chose. C'est un petit peu dommage ça. Du coup on est obligé de se retaper tout le film pour voir les bonus. Mais bon, c'est quand même bien fait. Moi j'ai pas trop apprécié parce que en fait on a le film en fond et on a les bonus qui sont dans un encadré en bas à droite. Donc ça prend pas toute l'image, c'est dommage, on sait pas trop regarder. On a les sous-titres en haut, l'image avec les interviews et tout ça, les images du tournage à droite. Et en fond derrière, on a le film. Donc on sait jamais trop regarder, c'est pas super pratique. Et puis ça manque un petit peu de consistance. C'est bien, il y a des galeries photos, il y a quelques interviews. Zack Snyder, on sent qu'il a la pêche, il est là, il dit ouais, je vais vous parler de ça, c'était super cool, on s'est régalé à faire ça, on s'est régalé à faire ça. On voit aussi comment techniquement ils ont fait, par exemple la scène, elle est quand même assez bien décortiquée, le plan séquence avec les robots, il est assez bien décortiqué. On voit que bon, évidemment tout a été tourné en studio sur fond vert. On voit un petit peu les actrices, on comprend aussi que la BO, c'est les actrices qui chantent dans la BO. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, mais c'est pas toujours forcément super intéressant. Je trouve que ça manque un peu de consistance et comme j'ai dit, c'est pas super pratique ce mode de visionnage. Il faut un peu jongler entre la version originale et la version française. Donc sur la version originale, il y a tout ce qui est Picture in Picture, donc avec toutes les petites scénettes, les petites interviews, les galeries photos, tout ça. Et il faut mettre le disque de la version française pour avoir les autres bonus qui sont les courts-métrages animés. Donc ça fait environ 11 minutes. C'est des courts-métrages qui sont sortis sur le web à la sortie du film pour promouvoir le film, qui montrent un petit peu... c'est plutôt bien fait, ça montre en fait dans les 4 univers où Baby Doll se projette, c'est-à-dire avec les Allemands, avec le dragon, avec les robots et avec les samouraïs. C'est des petits courts-métrages animés qui montrent un petit peu chaque univers-là, avec une petite scénette, une petite histoire. Enfin, c'est plutôt bien fait. Ça m'a fait un peu penser au film à la séquence d'animation dans l'avant-dernier Harry Potter, où il y a l'histoire avec la baguette et tout ça. C'est assez léché comme ça. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça rajoute un petit peu. C'est agréable à regarder. Ensuite, il y a un making-of sur le making-of de la bande originale. Alors là, on s'attendait à quelque chose d'assez impressionnant parce que on sait que Zack Snyder soigne quand même pas mal ses BO et qu'il le dit toujours, quand il écrit, il a la musique avant de voir la scène, avant de tourner la scène, il a la musique en tête. Là, 2 minutes 35 sur la BO du film, on attendait vraiment plus. J'en attendais vraiment plus, surtout que c'est les actrices qui chantent, on aurait peut-être, je sais pas, aimé les voir enregistrer, aimé savoir comment elles se sont prises, tout ça. C'est assez court, c'est assez décevant, ça apporte pas grand chose. Voilà. Donc en conclusion, cette édition Blu-ray de Sucker Punch, elle est bien, elle mérite peut-être pas son appellation Ultimate, parce que pour moi il n'y a quand même pas assez de contenu annexe. C'est quand même 20 minutes de plus de film, on apprend pas mal de choses, l'image, la qualité du son, tout ça, à acheter vraiment si le film vous a plu. Et puis s'il y a des choses qui vous ont dérangé, à voir aussi, parce que quand même c'est une autre version du film. Qui personnellement, moi, j'ai pas forcément préféré la version longue. Comme c'est le genre de film où chacun se fait son raisonnement comme il veut, moi je m'étais plus dans un raisonnement, je m'étais rassuré dans quelque chose qui au bout du compte s'est fait un peu démonter par la version longue, donc du coup j'étais un petit peu déçu. Moi je vous le conseille, donc bon, évidemment déçu par la VF parce qu'il n'y a pas de version longue, mais bon, regardez-le en VO. Voilà, donc pour moi c'est un 8 sur 10, et voilà, Sucker Punch en Blu-ray. Allez les filles, on reprend. It ain't no big thing
to wait for the bell to ring. It ain't no big thing. Alors, pour ce 5e épisode de Popcorn, on va parler de l'assaut. Alors l'assaut, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la reconstitution de l'assaut du GIGN en 1994 à l'aéroport de Marignane. Et ils reprennent exactement toute l'histoire. Et c'est un Blu-ray qui est sorti fin juillet. Et c'est parti. Go go! Vive le roi! Oui, donc le film, c'est vraiment un film très sympathique et surtout très crédible au niveau de la reconstitution des faits. Ce qui est aussi très bien, c'est toute la scène finale qui est vraiment très très prenante. On sent bien toute la confusion est liée à l'assaut qui au départ devait durer 2 minutes et en fait finalement dure près d'une dizaine de minutes. Donc ça aussi c'est sympathique. J'ai quand même un petit bémol sur tout le traitement familial, tout ce qui est justement la partie famille de Vincent Elbaz. Ça manque de puissance en fait, l'aspect relationnel qu'il a avec sa famille et du coup ça pêche un peu je trouve. Et aussi même si la photo désaturée est vraiment très très bien léchée, il y a des endroits où ça fait un peu monotone, ça manque de richesse quand même dans l'image au niveau des détails. Après niveau qualité, qualité d'encodage très très bonne. J'ai repéré moi quand même un petit peu de bruit dans l'image. Alors c'est peut-être dû aussi à ma télévision qui n'est peut-être pas au top du top, volume 5. Donc j'en sais rien. Voilà. Vive le roi! Oui, en fait, au niveau des bonus, ce qui est vraiment sympa, c'est la partie making-of, en fait, où il parle de toute la partie de la construction du film. Alors, l'interview des GIGN est géniale. On a l'impression qu'ils font tout simplement une espèce de débriefing. C'est clair, concis, et ça va pas plus loin que ce que ça doit dire. Et c'est vraiment poignant parce que on se sent encore dans l'ambiance. La partie où l'investissement justement de Vincent Elbaz avec les exercices du GIGN, ça fait toujours le côté promo, outil promotionnel, mais c'est quand même aussi marrant. Après c'est vrai que le petit making-of est vraiment sympa, et surtout l'épisode du cockpit, en fait, du couloir de l'avion, justement, où ils ont réussi à récupérer un Airbus A300 qui était dans le sud, dans un cimetière. Ils ont découpé en fait la moitié de l'avion comme un sandwich. Ils ont récupéré le haut, qu'ils ont transvasé, qu'ils ont remonté jusqu'à Melun en fait avec un gros convoi exceptionnel. Et on a les images du convoi. Ils ont dû désosser tous les panneaux des villages et tout pour arriver à faire passer le truc. C'est assez impressionnant. Ça c'est bien. Après au niveau justement des autres bonus, on a un tout petit truc qui s'appelle l'avion, et en fait c'est la reconstitution en image de synthèse de l'avion. Et ça, c'est sympa parce qu'on voit image par image en fait l'incrustation de l'avion en image de synthèse sur les plans généraux. Donc on voit que le travail a été bien fait, mais c'est vraiment sans grand intérêt quoi. Je veux pas mourir! Allez, on y va, go! Partez tous! Mon magazine! C'est bon, il respire. Bon. Le dernier bonus, c'est en fait un documentaire qui a été produit et réalisé en 2002 à la suite des attentats du 11 septembre et qui en fait parle de 94 et de cette tentative d'attentat à Marignane comme en fait les prémices des grands mouvements d'attentats justement du GIA et des mouvements comme Al-Qaïda contre les pays occidentaux. Donc le documentaire est intéressant, mais il fait un peu triste, il y a quelque chose qui gêne un peu dedans, mais il montre pas mal de petits détails sympas, notamment des secrets comme le fait que quand l'avion a été escorté sur Marignane, les chasseurs qui l'escortaient avaient pour ordre de tirer et de l'abattre si jamais il refusait d'atterrir, même s'il n'avait pas assez de carburant pour aller jusqu'à Paris. Et puis d'autres petits détails sur les renseignements qui ont été achetés à des anciens membres du GIA et ce genre de choses pour connaître l'identité des terroristes et tout ça. Donc c'est un petit documentaire sympa qui est quand même un poil long, quand même il fait 1 heure.
Voilà. Et bien sûr, à la fin, toujours l'éternelle bande-annonce, ça c'est la grande classique du menu, et qui est sympa. Voilà. Allez Damien, c'est ta chance! C'est ça la reine! Donc, en devoir du mois, ce mois-ci, je vous avais proposé de regarder Lucky Number Slevin, ou Slevin, donc, le titre en français, sorti en 2006, réalisé par Paul McGuigan, avec Josh Hartnett, Bruce Willis, Lucy Liu, Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley, Morgan Freeman et Stanley Tucci. Who are you? I'm Slevin. You got some ID? See, the funny thing about that is that I got mugged this morning. Hey, look! Tell it to the one-legged man so he can bump it off down the road. Hey, listen, motherfucker. Yo, I got this. I got this, No, L. slow I got this. slow your I roll, got man. this. Slow your roll, man. Just let me, all right? Motherfucker. Bon, tout d'abord, on va parler du film, on va spoiler, parce que c'est quand même un film où il y a quand même pas mal de révélations, de rebondissements, de choses comme ça. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille de le voir avant de regarder cette rubrique, parce que ça risque de vous gâcher quand même un peu le film si vous le voyez. Voilà. Pas qu'un peu, quoi. Pas qu'un peu. Ça va te gâcher le film si on balance tout, quoi. Pas qu'un peu. Donc il est passé inaperçu quand il est sorti à Sainte. Je sais pas si vous en aviez entendu parler avant que je vous le propose. Toi, Moi je l'avais vu, Moi non, pas du mais tout. pas au cinéma. Pas au cinéma, Ça ouais, va voilà. arrêter de vous le raconter. Moi non plus, je l'ai pas vu au cinéma. C'est un film en gros de gangster avec pas mal d'humour noir et c'est quand même assez décalé. En gros, c'est l'histoire de Slevin qui débarque à New York chez un ami et qui se retrouve à devoir de l'argent à deux big boss de la mafia qui sont rivaux et donc il doit une dette à l'un et à l'autre et il se retrouve embrigadé dans une histoire un peu louche et en fait on comprend pas trop les tenants et les aboutissants au tout début du film et ça s'éclaircit vraiment à la fin. Donc étant amateur moi de films de gangsters, un peu d'humour noir, tout ça, et de dialogues bien huilés, j'aime beaucoup ce film, je prends toujours beaucoup de plaisir à le revoir, bien qu'il y ait quand même toute une révélation sur la fin, mais quand tu le revois, tu remarques à chaque fois des petites choses qui sont vraiment super intéressantes. Il a vraiment, je trouve, plusieurs niveaux de lecture. Tous les plans sont très très travaillés. Il y a vraiment un gros travail sur la photographie. C'est un film vraiment d'intérieur, limite de huis clos, dans des espaces bien définis. Il y a les appartements des deux boss, il y a son appartement à lui, il y a la scène au restaurant. C'est vraiment des. D'ailleurs, juste sur les décors, tout ça, c'est vrai que c'est quand même très particulier quand tu vois les tapisseries qu'ils ont foutues. C'est vraiment avec très des fleurs, particulier, c'est très psychédélique. Ouais. Il y a mais bon, c'était vraiment une volonté de sa part et il y a vraiment une recherche de sens, de fond et de forme vraiment sur tous les plans. Et d'ailleurs, les commentaires audio du réalisateur dans le Blu-ray sont vraiment très intéressants pour ça parce qu'il montre vraiment qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, quoi. Il veut vraiment que chaque chose ait un sens et il travaille avec son directeur photo, son directeur du décor qui est vraiment exceptionnel. Et vraiment le casting qui est juste hallucinant, quoi. Il y a vraiment des scènes qui pour moi sont vraiment cultes. La dernière scène entre Ben Kingsley et Morgan Freeman, elle est juste, pour moi c'est vraiment mythique, quoi. Je crois qu'ils allaient s'embrasser. Et à voir en VO, je vous promets, moi elle me fout la gorge à chaque fois, c'est impressionnant, quoi. Je trouve que aussi Josh Hartnett il tient la baraque face à ces monstres quand même. Donc qui a réalisé Rencontre à Wicker Park et Gangster numéro 1, donc Rencontre à Wicker Park, je l'ai vu donc à la suite de Slevin parce que j'avais beaucoup aimé, il m'a beaucoup moins plu, j'ai pas vu les autres, donc moi je peux difficilement vous dire, il a pas fait grand chose depuis non plus, donc il a pas fait un film qui s'appelle Push. Ouais, il a fait un film qui s'appelle Push que j'ai pas vu non plus. Donc comme je le disais, au niveau de l'histoire, c'est plein de flashbacks. Il y en a juste à toutes les sauces, des flashbacks, même des flashbacks de choses qu'on a vues dans le film qui reviennent à la fin pour nous expliquer en fait ce qu'on a raté.
Des scènes qu'on voit qui sont courtes et qu'en fait on voit la version longue à la fin pour nous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc il y a vraiment un très très gros travail aussi sur le montage qui est vraiment bien foutu. Et moi ce que j'aurais voulu savoir, parce que comme je l'ai vu il y a longtemps et que je l'ai tellement revu, maintenant je connais l'histoire vraiment par cœur et j'aurais voulu savoir vous ce que vous avez compris ou ce que vous avez pensé comprendre pendant le film. Qu'est-ce que vous aviez imaginé et est-ce que la fin vous a quand même surprise ou pas? Parce que moi maintenant quand je le vois ça me paraît tellement évident. Ouais, du coup tu t'attaches au détail, voir ce qui peut se ouais. répondre, comme par exemple quand tu regardes un film comme Le Sixième Sens, pas de Michael Mann mais de Shyamalan, enfin des films comme ça, ou Incassable aussi, où ça joue sur un truc final, sur la fin, quoi. Ouais. Sur un jeu final, faut que j'arrête de dire truc. Mais pour moi c'est quand même différent, c'est-à-dire que je prends moins de plaisir à revoir Sixième Sens parce que pour moi ça se joue tout sur la fin. Alors que Slevin, il y a quand même plus de choses qui me font que je prends vraiment plaisir à le revoir. Tu vois ce que je veux Usual dire? Suspect. Ouais, par exemple. Mais là, on va en reparler, enfin en tout cas on en reparlera. Vas-y Arnold, toi commence. Non, alors je connaissais pas le film, j'avais entendu parler de sa sortie, mais au début j'ai eu un peu de mal. Ce qui m'a gêné au début quand je suis rentré dans le film, c'est le côté, comme tu disais, tout le travail de déco, qui est énorme, et au début j'ai cru que c'était une pièce de théâtre filmée, parce qu'on passe d'un univers à un autre avec des plans d'extérieur, ça faisait un peu la série télé années 80, et ça au début ça m'a gêné, et ce qui m'a gêné aussi, alors moi je l'ai vu la VF, et c'était les dialogues, ils se répondaient du tac au tac. Il y a tout le truc avec Lucy Liu par exemple au tout début. Alors j'aimais ça, j'ai trouvé ça sympa parce qu'il y avait de l'humour, mais ils se répondaient tellement vite que je me suis dit, putain, ça faisait vaudeville. Ouais, c'était un peu. Ça m'a un petit peu gêné. C'est peut-être pas dans la VOST. Et après, je suis vraiment rentré dedans, et c'est le jeu de Josh Hartnett qui m'a vraiment fait rentrer dans le truc parce qu'il est hyper convaincant. Et au bout d'un moment, tout ce qui me gênait un petit peu, enfin, qui m'empêchait vraiment d'entrer dans le film, c'est parti, je suis rentré dedans, et puis ça se met bien en place et tout. Et comme je te disais, en fait, je suis vraiment rentré dans l'histoire. Et puis, après, avec l'issue du film, plus on avance dans le film, je me suis vraiment fait balader. À la fin, je me suis dit, j'y ai vraiment cru, en fait. Et tu t'avais imaginé quoi, en fait? Est-ce que tu t'avais fait des suppositions dans ta tête en te disant c'est le gamin du début? Est-ce que tu avais compris que c'était le gamin du début? Disons qu'après, je me suis bien dit qu'à un moment donné, ça allait péter et qu'il y allait avoir un autre truc qui allait venir. Ouais. Mais en fait, je me suis demandé de qui, qu'est-ce qui allait amener, quel personnage finalement était le personnage important du film. Et j'ai eu le gros doute entre tous les personnages. Même à un moment donné, je me suis dit, le fils de Ben Kingsley, ça se trouve, on en parle, on le voit pas. À un moment donné, il y a un acteur de malade qui est pas cité au générique qui va débarquer, et finalement, l'histoire va basculer. Et puis après, je me suis dit, non, c'est peut-être... c'est ça que j'aime bien, c'est quand je me fais balader comme ça, et c'est là où je suis vraiment rentré dedans, où je me suis dit, et à la fin, ah merde. Donc tu t'attendais vraiment pas à ça? Non, je m'attendais vraiment pas à une vengeance. Le début, j'ai pas trop aimé au niveau du montage. Je trouvais que c'était trop. C'est-à-dire que j'étais complètement perdu. Il me montrait trop de trucs. Ouais. Je pense que c'est ça fait m'a exprès gêné, pour un peu te noyer et te dire tout ce que je te montre là, t'inquiète pas, je te le ressortirai plus tard. Quoi. Mais c'était moi ça m'a un peu fait décrocher. Après, la course de cheval, tout ça là. Ouais. Le générique et tout là, enfin le générique, je trouvais qu'il durait 3 plombes, entrecoupé avec les trucs du livre. Enfin, j'ai pas trop aimé le début, quoi. C'est à partir du moment où il y a Josh Hartnett que là j'ai bien aimé. Je commence à accrocher. Moi, c'est à peu près pareil. Bon, moi, je l'ai vu une première fois dans cette période en 2006. Alors, je ne sais plus dans quelles conditions je l'ai vu. Pour une fois, ce n'est pas grâce à mon papa. La citation à chaque épisode. Et donc, je me souviens tout le long du film que j'avais bien accroché, quoi. Le début, je saurais pas, je me rappelais plus du début. Ça a commencé comme ça. Je me rappelais à partir du moment où il y a Josh Hartnett dans cet appartement et la façon dont il se retrouve à chaque fois embarqué chez l'un, chez l'autre, et la nonchalance avec laquelle il subit l'histoire et tout ça. Et moi, c'est vraiment l'aspect majeur que j'avais retenu du film, quoi. C'est Josh Hartnett, je l'avais vraiment bien apprécié. Moi, je l'avais découvert plus ou moins dans, je crois que c'est The Faculty, où j'avais bien aimé le film de Rodriguez. J'avais bien aimé le film et je trouvais que Josh Hartnett, il était 10 coups d'eau au-dessus des autres. Frodon aussi dedans, non? Il y avait aussi Elijah Wood. Et Josh Hartnett, j'ai toujours eu, on va dire, un faible pour lui en tant qu'acteur. J'ai toujours bien aimé sa gueule et sa façon de jouer.
Pearl Harbor étant son erreur de jeunesse. En fait, même quand tu non, mais Pearl Harbor, entre Ben Affleck et... Pearl Harbor, tu peux pas refuser quand tu es acteur. Au final, Oui, je pense que c'est c'est ce qui lui a permis c'est sûr, de c'est sûr. se faire Pearl connaître. Harbor, c'est ce qui lui a permis de toucher le grand public. Ouais, voilà. Non, mais en On tout parle pas cas, du film, voilà, on parle du mec qui a... Ouais. Et j'avais bien aimé, je me souviens comme tu dis, avoir été baladé. Après, je m'attendais pas à un film à intrigue ou quelque chose comme ça, quoi. Je savais pas du tout de ce que c'était comme film. C'était un pote qui m'avait dit de le regarder, comme je vous disais. Et donc, je me suis laissé embarquer. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est qu'il avait été suffisamment dynamique pour que j'ai pas me poser la question de me dire ah non mais je pense que c'est lui ou c'est lui. Moi c'est ce que je déteste dans un film, si je commence à réfléchir à savoir qui est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui, ça me plaît pas parce que je m'accroche. Je regarde plus le film, je me laisse plus porter par le film, je suis en train de prendre du recul et à me dire attention parce que comme on est passionné de cinéma, on va chercher les éléments, les indices parce qu'on sait qu'il y en a toujours. Et là, pour moi, c'est qu'il y a un défaut dans la mise en scène quand on se met à chercher les éléments. Enfin, je veux dire, moi je le sens, je le vis un peu comme ça, quoi. Et donc là, comme tout le long, je me suis laissé embarquer jusqu'au bout et puis belle surprise, c'est sympa. Et puis le premier twist, c'est une vengeance et puis le deuxième, en fait, le tueur à gages, c'était lui. Et j'avais bien aimé. Et je l'ai revu donc pour m'en rappeler. Et par contre, la deuxième lecture, j'ai moins accroché. Je veux dire, donc, dès le premier plan, je me suis rappelé, ah bah oui, c'était ça, tout m'est revenu d'un coup en tête. Mais j'ai trouvé que c'était moins magistral la façon dont on était mené tout le long que par exemple un Usual Suspect. Usual Suspect, moi, ce film-là, il m'avait scotché du début jusqu'à la fin. Et quand je le revoyais, j'aimais bien cette manipulation de l'image et tout. Et c'est vrai que par contre, le film est très soigné et vraiment bien travaillé. Mais je pense qu'il y a un côté jeune, quoi. Enfin, je veux dire, ça doit être un jeune réalisateur. C'était son premier ou son second film. C'était pas son premier, mais il a fait pas mal de téléfilms aussi. C'est vrai qu'il est pas hyper mature dans on sent de la jeunesse, on sent de la volonté de travail, mais on sent un manque de maturité qu'on retrouve chez Usual Suspect, alors que c'est quand même un des premiers films de Singer. C'est son deuxième film. Ouais. Son deuxième film. Moi, c'est cette deuxième lecture, c'est ce qui m'a gêné, c'est qu'au final, j'ai pas apprécié. Alors j'ai réapprécié. Moi, c'est Josh Hartnett, en fait, qui, pour moi, en fait, il donne bien l'illusion. Moi, c'est ça qui me plaît, quoi. C'est que quand tu les vois en face de l'autre, c'est pas de la peur, c'est de la haine, quoi. Quand il est en face du rabbin, en face de machin, c'est pas de la peur qu'il ressent. Tu sais, quand tu le vois un peu hésitant, c'est vraiment de la haine, quoi. Non, quand tu lui dis, vous avez quand même tué beaucoup de monde, tu vois. Quand il lui dit ça, quand il joue aux échecs, là, l'autre, il dit, je suis pas si mauvais que ça. Il dit, ouais, vous avez quand même tué beaucoup de monde. Tu vois que quand il le dit, ça a du sens pour lui, tu vois. Il a quand même tué ses parents et tu sens qu'il boue, quoi. Toutes ces scènes là où il est en face d'eux, en fait, il y a une tension qu'on ne perçoit pas à la première lecture et je trouve qu'on perçoit à la deuxième lecture parce qu'on sait pourquoi il est là et qu'on sait que dans sa tête, il encaisse plein de trucs, mais au bout du compte, il sait qu'à la fin, il va se venger et que c'est... Moi, T'as vu comment, toi? Moi, en fait, avec Vincent, on avait discuté avant, donc il m'avait spoilé qu'il y avait un retournement. Un gros retournement dedans. Et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'avais complètement zappé. Donc je me suis fait complètement berner jusqu'à la fin. Donc c'est comme vous, hein, bon, Josh Hartnett, voilà, même tout le casting, Lucy Liu, elle est magnifique dedans. Elle est belle. Ouais. Et après, je trouve aussi de très beaux plans. Il y a des plans très graphiques qui, il y a des moments où tu te fais, ouais, c'est sympa ça c'est sympa. J'ai bien aimé aussi les références cinématographiques qu'il y a dedans. À la fois, quand par exemple ils jouent aux échecs avec Morgan Freeman, où c'est un peu la référence 7e saut de Bergman, tu vois, qui joue avec la mort. Ouais. Et c'est un peu le même truc, c'est-à-dire si en gros tu vas mourir, quoi. Là il lui laisse plus de temps ou moins de temps. Et d'ailleurs on pense qu'il fait exprès de perdre, parce que pour lui ça suit son timing. Bien sûr. En fait, il en a rien à foutre d'avoir une semaine. Et du coup, il est, ou quand il parle de Hitchcock directement dans le film, enfin des trucs comme ça, ou de James Bond, enfin tout cet aspect-là, tu sens que le réalisateur aime le cinéma, quoi. C'est référentiel. Voilà. Même la scène du début avec ses sièges bleus, ça fait Kubrick, quoi. C'est tout blanc. Il y a une lumière hyper blanche. Il y a des vitres, mais c'est que de la lumière blanche qui passe à travers les vitres. Et cette rangée de sièges tout bleus là, c'est. Il le dit d'ailleurs dans le vrai soin. Ouais, j'ai aimé dans l'ordre général toute l'ambiance du film où en fait ouais, tu t'avances comme ça dans ce truc et tu te laisses porter par
par l'histoire. Et tu vois, tu sais qu'à un moment, tout le monde risque de crever à un moment. Tu sais pas si Bruce Willis va buter tout le monde ou pas. Et quand notamment pour le personnage de Lucy Liu, où moi je me suis un peu attaché à elle parce que je la trouve très jolie, j'avais pas envie qu'elle meure là. Et puis elle est tellement puis elle est intelligente, quoi. Enfin, elle ajoute vraiment de. Elle est très intelligente et tu te dis, elle peut pas mourir, tu vois. Elle peut pas mourir parce qu'elle est trop maligne dans le truc. Alors tu te dis, bon bah elle va pas mourir. Et quand elle se fait buter, enfin. Tu crois qu'elle se fait buter par Bruce Willis, tu fais ah putain il est allé jusque là le connard quand même, c'est chiant. Moi j'étais un peu dégoûté, et après que j'ai vu le truc, puis au final je m'y étais fait, tu vois, ça qu'elle meurt. Et en fait je me dis bon ben elle est morte, et quand tu la vois renaître, je fais ça c'est un des trucs qui m'a moins plu. J'aurais préféré au final qu'il reste sur le truc qu'il a su. Alors ça il en parle beaucoup. Un dommage collatéral. Il en parle beaucoup dans les commentaires de ça, parce que lui il avait décidé qu'elle mourrait. D'accord. Et on l'a convaincu qu'il fallait qu'elle revienne. Ah ouais. Mais au final, il est content de cette fin. Pourquoi ? Parce que pour lui, ça devait finir comme ça. Mais c'est vrai qu'on s'attache tellement à ce personnage-là. Et pour lui, en fait, la fin, c'est pas une happy end, quoi. À la fin, quand tu vois la gueule de Slevin dans ce hall là, d'aéroport, on ne sait pas trop ce que c'est. Tu sens qu'il a la vengeance, il s'est vengé, mais il est amer, tu vois, il est pas heureux, il est pas super content, il y jubile pas, tu vois. Pas forcément, ça ramène rien. Et en fait, pour lui, c'était au-delà de faire une happy end et une fin heureuse, c'était amener l'espoir en fait, que sa vie, elle tourne une page et il peut recommencer autre chose. Donc, moi, donc pour lui, c'était amener quelque chose qui soulage un petit peu. Il disait que sinon ça faisait un petit peu trop. Et puis bon, comme il s'est vraiment attaché au personnage, et ça c'est un truc qui dit vraiment aussi dans les commentaires, c'est que les acteurs ont vraiment apporté leur contribution et qu'il a réécrit les dialogues et tout ça pour les acteurs. C'est-à-dire que Lucy Liu qui arrive, qui pète le feu comme ça, c'est Lucy Liu quoi. Et donc du coup le mec qui écrit les dialogues, il les a réécrits pour elle. Et du coup ce personnage a pris une importance grâce à l'actrice qui n'était pas forcément là au début quoi. Donc tout le monde s'est attaché à ce personnage-là et au final, il a préféré la faire revenir. Mais au début... Le réalisateur, il a fait écrire le scénar ou il a récupéré le scénar? Non, il était... il n'est pas auteur, je crois. Non, c'est un mec qui l'a écrit et qui a écrit le script. Et, c'est pas lui, le scénar n'est pas de lui. Du coup, et le scénar d'origine, elle mourrait alors ou ouais, elle mourrait, ouais. Mais en fait, ils l'ont vachement retravaillé à deux. Par exemple, l'aspect de Bruce Willis qui les recroise, ça te laisse quand même, tu te dis... Pour moi, qu'il se barre comme ça, qu'il laisse Slevin, c'est-à-dire que maintenant c'est fini alors qu'il a éduqué, quoi. Tu comprends que c'est plus ou moins son fils, quoi. Et non, mais il est totalement détaché. Ah ouais, mais totalement. Je crois que c'est la séquence d'avant ou juste après où il est dans la voiture. Bonjour, tu peux m'appeler Goodcat ou Monsieur Goodcat ou Monsieur. Mais tu vois, il est peut-être détaché, mais du coup, tu te dis bon bah s'il est détaché à ce point-là, pour moi, vu qu'il connaît son secret, il va les buter. Il va les buter. Hors de France. Ouais, non, comme tel. Tu vois, pour moi, ils sont condamnés par Monsieur Pussycat Doll. Moi, c'est ce qui m'a gêné justement dans cette fin, c'est que l'autre, il se prend la tête, aller la flinguer. Ouais. Et à la fin, il lui dit, Lucy Liu, elle apparaît, l'autre, il se tient la main, puis là, il y a Monsieur Goodcat qui arrive derrière. Il est pas autant détaché en plus, parce qu'il lui ramène la montre de son père. Je pensais que tu comprendrais pas, il dit, bah si, j'ai compris, enfin j'avais compris, il lâche la montre et il s'en va. Alors pourquoi s'emmerder à la flinguer? S'il a compris. Enfin, pourquoi ramener la montre du père on sent que ça a été une fin qui a été soit rajoutée ou quoi que ce soit. Parce que le fait qu'elle meure, ça fait le dommage collatéral, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas prévu cette fille. Moi, j'aime et lui, c'est pas un tueur, lui, c'est juste un vengeur. Il se venge, quoi. C'est pas un tueur. Moi, une fin que j'aurais aimé, c'est que Lucy Liu meurt et que dans tous les cas, son fantôme, sans même le savoir, il bute Monsieur Cat. Enfin, sans même qu'il sache qu'il a tué Lucy Liu. C'est-à-dire pas encore une nouvelle. Non, moi je trouve qu'il aurait dû buter tout le monde. Moi je trouve que le happy end... Josh Hartnett. Je trouve que c'était plus difficile de faire un happy end en fait. Pour moi, c'était pas forcément la solution de simplicité. Et cette scène avec Bruce Willis à la fin, elle est lourde de sens quand même. Parce qu'il y a toute une symétrie dans ce film. En fait, quand Slevin décide de sauver le personnage de Lucy Liu, c'est le même dilemme que Goodcat a eu avec lui, en fait, quand il était gosse. Il n'a pas tué, il aurait dû le faire, il n'a pas fait. Et là, pareil, au même moment, et d'ailleurs, au moment où il lui dit « j'ai compris », on voit le flashback où il ne peut pas tirer sur le gosse, tu vois. Et ben là, c'est pareil, il ne peut pas la tuer. Donc en fin de compte, il y a cette espèce de boucle qui se boucle, en fait. Pour revenir à cette espèce de symétrie, on la retrouve vraiment dans tout le film. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent souvent deux fois. C'est-à-dire que tu as le méchant dans sa tour
c'est tout du bois et du cuir et tout ça, et de l'autre côté c'est tout de la pierre et du verre. C'est tout noir d'un côté, c'est tout rouge c'est de le jeu l'autre. d'échecs un peu. Ouais, hein, c'est le jeu d'échecs. Ils ont chacun 2 gardes du corps qui viennent le chercher, Slevin, Ils ont chacun 2 fils. 2 fois, un par un. Ils ont chacun 2 fils qui meurent. Un fils, pardon. Enfin, un fils chacun, quoi. Oui, ils ont chacun un fils. Et donc il y a vraiment toute une symétrie dans cette histoire qui, je trouve qui est vraiment bien faite. Et au niveau des décors et de tout ça, je trouve que c'est super recherché. Moi, ça m'a vraiment pas dérangé. Au contraire, je trouve que ça plante de suite le décor, quoi. C'est vrai que ça fait un peu théâtral parce que Des fois, c'est ouais, surréaliste. C'est surréaliste. Un peu le reproche que j'avais sur le film. Et il y a le pire d'ailleurs, et ça c'est sympa aussi quand il explique dans le commentaire, c'est quand il raconte l'histoire à Lucy Liu au début, qui lui dit ouais, j'ai perdu mon job, il y avait mon appart qui était plein de termites, j'ai trouvé ma femme en train de baiser avec un autre. C'était très drôle. Et tu vois et en fait quand tu vois cette scène, tu vois cette scène, elle est toute en noir et blanc. Et tu as une tapisserie, mais qui est surréaliste. C'est un truc qui peut pas exister. Et en fait, il disait, j'ai choisi ça pour montrer, parce que c'est le seul mensonge dans le film. C'est pas un vrai flashback. Ouais. Il lui ment là, Lucy Liu. C'est pas ce qui s'est passé, qui s'est fait agresser, tout ça. Et donc du coup, il force en fait la chose pour montrer qu'il y a un truc qui Mais dérange. j'ai pas souvenir que c'est en noir et blanc. Techniquement, C'est très- super Dessat. Il y a que son ouais. pull, il y a que son pull qui est rouge. Mais sinon, il y a que les rouges. C'est qui sont- ceux qui Ah, est il dans a la des super piole, là, pulls, c'est en ces plus, hein. rayures blanches et Ouais, noires. il a toujours des fringues qui sont mortelles. Ouais. J'ai bien aimé qu'il soit en serviette pendant Tout le long, ouais, c'est vraiment la vraiment moitié à bon. poil. Et bon, pour moi, c'est les dialogues. C'est vrai que cette scène avec Lucy Liu, elle fait pas super réaliste au début quand il parle, il tchatche, Ouais, il tchatche. ah ouais, ça... Mais bon, c'est exquis, je trouve, à regarder. Ça me fait penser à du Ocean's Eleven, où quand tu les vois parler, ils ont toujours des tirades de ouf. Tu te dis, c'est pas possible, tu parles pas comme ça dans la vraie vie. Non, Mais c'est bon à voir, ça joue Oui, bien. ça- Et ils ont une manière de C'est un bouger côté qui est vraiment plaisant, excellent. Et c'est vrai que ça fait théâtre, mais franchement, moi, c'est super bien filmé. Donc voilà, donc pour moi les plus vraiment, bon, il y a la photographie, l'étalonnage. Je trouve que le générique, moi je me plaît beaucoup ce générique au début avec les lignes qui se tracent, les numéros, les trucs. Qui prend tout son sens d'ailleurs. Qui prend tout son sens quand tu connais l'histoire, en fait, parce que c'est le livre de contes qui fait qu'il trouve, machin, donc c'est super. Je trouve qu'il y a une réalisation qui est très travaillée, il y a des très beaux plans, l'humour est vraiment sympa, j'adore les deux blacks qui arrivent là chez Il y en a avec des dents qui font 4 km. Ils ont limite un côté british dans l'humour. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai cru au début, moi, ça reste c'était un film américain, mais tu sais, Ça faisait très. ça avait un côté Snatch, classe, quoi. Ouais, c'était bien. Ça m'a fait penser à ces trucs-là. Il y a des raccords mouvements aussi au début, qui sont vraiment excellents, quoi. Je sais pas si vous avez fait gaffe aux raccords mouvements du début, où ça passe, t'as un travelling, tu pars sur une lampe, tu vois la meuf qui baise, tu passes à côté, tu retombes sur la même chaise, tu reviens, elle est en train de lire. Là, elle raccroche le téléphone, tu vois le téléphone qui raccroche. Un peu comme le générique de Snatch, où en fait, quand il présente tous les personnages là, dans Snatch, Tu passes d'un lieu à un autre, mais l'action il jette un billet, le billet il arrive sur une autre Ouais, table voilà, et tout. d'accord. Quand il rentre sort du champ, il a il attrape un verre, c'est un autre qui le boit, l'autre il jette une cravate, tu vois le nœud papillon qui tombe. Enfin, c'est plein de plans raccords comme ça qui sont vraiment C'est excellents. au début. C'est quand il raconte l'histoire en fait. Mais ça y est souvent dans le film. Quand tu le regardes et que tu fais attention, ça y est souvent. Il y a la scène du jeu d'échecs qui est vraiment excellente parce que en fait c'est une scène à 3 personnages. C'est-à-dire qu'il joue aux échecs avec Morgan Freeman. Josh Hartnett joue aux échecs avec Morgan Freeman, mais en flashback, on voit Bruce Willis qui joue avec Morgan Freeman. Et en fait, Morgan Freeman répète ce que dit Bruce Willis et ça tourne autour des 3 là. Et il y a même du split screen à un moment où tu vois les 3. Et je trouve que c'est vraiment. Tu le vois, tu le captes pas, quoi. C'est ça qui est bon. C'est que quand tu le vois, tu t'en rends pas compte, mais quand tu fais attention, tu te dis putain, quand même, il s'est chié, quoi. Parce que ces 3 personnages qui parlent, en fait, il y en a que 2 qui parlent et toi, tu comprends tout. Mais ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Tous les flashbacks aussi, parce qu'il y en a 1 million. Quand tu fais attention, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue, tous les flashbacks. C'est vraiment fou, quoi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de film là, super léché, super travaillé au niveau de chaque plan. Quand tu prends le coup de poing dans le ventre, là, tu as la caméra qui est par terre, tu le vois ce plan là, qui se penche, et que l'autre il se penche à côté, ça tue, quoi. C'est vraiment, c'est des petits détails comme ça, mais c'est trop classe, voilà, c'est trop classe. Donc les acteurs, cette dernière scène, je sais pas ce que vous en avez pensé là, entre Sir Ben Kingsley et Morgan Freeman là, où ils sont attachés tous les deux. Enfin, on montre vraiment que c'est 2 gros salauds tous les deux, quoi. Tu vois, quand tu lui dis j'ai tué ton fils, regarde mon sourire, j'ai tué ton fils, quoi. Et là, tu vois, il boue, quoi. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il utilise beaucoup de surnoms. Ça permet de vachement bien se rappeler, en fait, le rabbin. Pourquoi on l'appelle le rabbin ? Parce que c'est un rabbin, tu vois.
Ouais, à chaque fois, il demande d'ailleurs. Du coup, tu captes quoi. Du coup, Quoi, tu ta captes. fiole C'est mignon. Et tu sens vraiment que les personnages ont vraiment été retravaillés une fois qu'ils ont eu les acteurs. Il a eu la chance d'avoir un casting énorme comme ça. Ouais, quand même. Hein, Et, parce que c'est ouais. quasiment son premier film. Ouais, mais en fait, il a eu Morgan Freeman, je crois, au dernier moment, et il a retravaillé le personnage pour lui. Josh Hartnett, il l'avait dès le début. Bruce Willis, il voulait bosser avec ce gars-là parce qu'il avait vu un de ses films qu'il adorait. Et puis il a eu Ben Kingsley, et finalement aussi le flic là qui est excellent, c'est Stanley Tucci. voilà, C'est Stanley le Tucci, tueur il en est série vraiment excellent. dans l'affaire Pélican. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bah, aussi, pourtant, c'est aussi le premier assistant gay dans Le Diable s'habille en Prada. Ah ouais, oui, c'est directeur vrai. de Oh, les références du magazine. Non, mais en plus, il joue aussi dans le truc avec Christina Aguilera là. Oui, dans Burlesque. Ouais. Non, mais il joue dans et tout dans rien, Book of Love. Non, pas Book of Love. Shall We Dance avec Richard Gere là qui danse. Oh la vache, Et il a fait ici. Et il joue pas aussi mais il joue dans trop bien, Une vie moins ordinaire là avec Cameron Diaz et Celui-là, Ewan j'ai pas McGregor. vu. Je Il crois a qu'il fait pas le joué prétendant. dans des Cohen et des trucs comme ça aussi, non? Il me semble. Oh, bon. Enfin, c'est un mec. Non, mais c'est un quand même, personnage qui est. C'est un acteur qui est pas mal, quoi. C'est celui que tu vois souvent. Et Tu sais pas trop ce qu'il fait, mais il fait toujours un truc de fou. Ouais, c'est ça, il est trop bon. Je sais pas son nom. C'est lui, Ouais, là, c'est lui le twist. c'est le premier, premier. Le dernier twist, Le dernier twist, ouais, c'est lui. C'est bon, il est bon celui-là. Et tout le long, je dis ah bah ouais. Et c'est ce que ça m'a fait à la deuxième lecture. C'est tout le long, je me dis ah bah oui, ouais, il a tué le machin comme ça. Puis à la fin, je dis ah, putain, j'avais oublié celui-là. Ouais. Et d'ailleurs, il lui donne Slevin Kelevra comme nom. Et Kelevra, ça veut dire méchant chien. Dans la version VO, tu comprends de suite, c'est Bad Cat. C'est Bad Dog. Alors que l'autre, c'est Good Cat, tu vois. Good Cat, Bad Dog. Ok, c'est beaucoup moins subtil. Entre Beaucoup chien et moins chat. subtil. Ouais, c'est marrant, ça. C'est sympa. Et j'aime beaucoup aussi le retournement de situation. Tu pars sur un film assez léger et d'un coup, il y a Charlotte qui change de gueule, quoi. Tu te dis merde, mais qui c'est ce mec, quoi. D'un coup, il le sort, boum, boum, il lui shoot. Et quelqu'un qui est tué. Ah bon, et qui? Ouais, c'est ça, ouais, trop classe. D'un coup, en plus, tu te demandes, tu as une tension à ce moment-là, tu te dis putain, comment il va faire, quoi. D'un coup, il change de costume, il est tout habillé tout en noir, c'est tout. Enfin, il y a un gros travail aussi sur les couleurs. D'un coup, il est habillé en noir, il a changé de coupe. Il arrive, il pose ses couilles, quoi. C'est trop classe. Et ouais, la confrontation dos à dos des deux monstres, voilà. Pour moi, c'est vraiment une scène culte aussi, quoi. Donc, c'est pas mal. Cette fin-là, pour les méchants, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Donc voilà, pour moi, je lui mettrais 9 parce que il y a vraiment beaucoup plus que ce qu'on ne voit à la première lecture. Pour moi, c'est un film à montrer dans les cours de ciné. J'avais lu une critique qui m'avait pas trop plu. C'était tout le monde n'a pas le talent de Tarantino, genre. Enfin, j'avais trouvé ça assez dur quand même parce que je trouve que le mec il a quand même bien bossé, quoi, et que c'est vraiment chiadé et que je trouve que ça mérite. Puis Tarantino, il joue pas dans ce registre-là en plus. Non. C'est peut-être sur la référence. Ça n'a pas dû lui plaire, le côté référentiel et dialogue qui c'est vrai qu'il n'est pas. Là, on est plus dans juste de la référence, alors que Tarantino, il t'a bouffé le film auquel il fait référence, il te l'a chié derrière. Et c'est ça, c'est son truc Tarantino, quoi. Ouais, bien sûr. C'est vraiment ça. C'est vrai que là, il y a plus un côté, je me suis inspiré d'eux, donc je pose juste. Mais il fait pas du Tarantino, quoi. Ouais, voilà. Enfin bon, moi je trouve qu'il a quand même son style à lui, quoi. Et toi, Arnold, tu mettrais combien? C'était une bonne découverte. Maintenant, j'ai pas. Ça m'a pas plu et au point de le revoir. Ouais, voilà, au point de le revoir, non. Je pense que j'aurais mis 6 ou 7. Ok. Voilà. Moi, je mettrais un 7, sympatoche. Ouais, voilà. Que je regarderai bien de temps en temps. T'entendre en parler, ça m'a donné envie d'essayer d'y faire plus attention à une autre lecture et tout. Mais l'avoir regardé moi-même seul, je me souviens d'avoir tellement descendu d'un cran entre la première lecture et la seconde au niveau de l'appréciation, en dehors du fait que pour moi c'est Josh Hartnett qui m'a remaintenu, quoi. J'ai été j'ai pas été emballé par les personnages, par exemple comme tu dis le rabbin et le patron. Je veux dire, ils m'ont pas marqué au point de me rappeler. Et Bruce Willis, je me souviens qu'il était dedans, bon, égal à lui-même, quoi. Ça m'a pas. Je me souviens qu'il était dedans, quand même. Il conduit pas un taxi dans Central Park, ça m'a pas plu. Voilà. Il est pas... Et toi, t'as mis quelle note? Moi, j'ai mis entre 7 et 8.
D'accord, un ton dessus. Ouais, plus vers le 8 parce que j'ai vraiment passé un bon moment, même si, contrairement à Usual Suspect, ça sera pas un film culte, quoi. Mais je pense que je vais le regarder. En fait, moi, je mise pas tout sur la fin sur ce film. En fait, pour moi, c'est pas la fin qui est bien. C'est vraiment le traitement du. Ouais, c'est vraiment le traitement. C'est-à-dire que la fin est sympa quand tu le vois la première fois, mais je trouve qu'il est beaucoup plus appréciable. C'est tout le boulot du réal. À la deuxième, à la troisième lecture, en fait, quand tu connais la fin, parce que tu vois comment il a monté son histoire et comment il a construit le truc, et tu vois vraiment tout le boulot qu'il a fait derrière, pour pas trop t'en donner, pour juste te suggérer les trucs. Et il te prend jamais pour un con, parce que enfin, t'as toujours le tuyau qui rappelle tout. Ah, alors il s'est passé ça. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, mais c'est peut-être la différence avec Usual Suspect, c'est en fait quand tu regardes Usual Suspect, tu comprends toujours pas ce qu'ils sont devenus les autres. Tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais qui est Kaiser Soze, mais tu sais pas tout ce qu'il a raconté avant, c'est des conneries. Enfin, tu sais pas si c'est des conneries, pas des conneries. C'est ça qui est fort dans le film, c'est que tu auras beau le regarder 3000 fois, Tu sais jamais ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tandis que là, tu sais tout ce qu'il a fait. Même si après il y a des indices qui te donneront moins ou pas. Ouais, à la fin, tu as quand même toute chaque l'histoire. fois que tu le vois, chaque fois tu le découvres. Quoi. Tu te dis non, en fait c'était ça, et après tu dis tu peux pas, te trouver une autre interprétation. 40 interprétations différentes. Ouais. On a fait la boucle, donc c'est moi qui vais relancer un devant du mois. Non. Ils sont ravis car ils savent déjà ce que je vais annoncer. Et donc, mon devoir, je vous le propose, c'est Bob l'éponge, le film. Eh oui, c'est fou. Qui sera ici avec nous le mois prochain. Pas sûr d'être dans la cible. Tout le monde est dans la cible avec Bob l'éponge, le film. De Stephen Hillenburg. Et donc, c'est le créateur de Bob l'éponge. Et c'est un film complètement fou. Et avec David Hasselhoff. Ouais. Sans blague. Et Keanu Reeves. Ouais. C'est complètement classe. Au fond du plus grand océan de la planète vit une éponge. Elle est très différente des autres. Une belle partie, super, on va bien s'éclater. Tout le monde considère Bob l'éponge comme un gamin. Si t'es un gamin, ça veut dire que j'en suis un, moi aussi. N'importe quoi. Voilà votre plateau repas, jeune homme. Madame, je crois que j'ai le droit à un jouet avec. Mais cela ne va pas tarder à changer. Dès demain, je tiendrai le monde de cette poigne d'acier. C'est ça, bonne chance. Quelqu'un a volé la couronne royale. Patrick et moi, on va la retrouver, cette couronne. Un enfant n'est pas de taille à faire ça. Mais je suis pas un enfant, je suis à la hauteur. Sauvez Bikini Bottom, vous êtes notre seule chance. Bob l'éponge savait qu'il était né pour être un héros. Ce grand voyage qui commence va lui permettre de le prouver. Vous ne tiendrez pas 10 secondes une fois que vous aurez franchi cette frontière, les rikiki. C'est ce qu'on va voir. Aïe, aïe. Terminus, on descend. Attention, je passe à l'action. Préparez-vous pour un max d'aventures. Votre princesse vous ordonne de devenir des adultes impressionnants. Oh, t'es affreux, Patrick, tu verrais ta tête, t'as une moustache. Moi aussi. Un max de surprises vous attendent loin de la ville de Bikini Bottom. Vous êtes qui, vous? Je m'appelle David Hasselhoff. On est sauvés. Bob l'éponge, le film. Hurrah pour Bob l'éponge. Donc nous vous remercions en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout. Un petit cours pour le mois d'août et puis on se retrouve en septembre. En septembre. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Arrivederci.